Bienvenue à Sans Filtre, je suis PH Quentin, avec moi Doom Plante. Alors aujourd'hui, pour ceux qui sont sur YouTube, on n'est pas dans le décor habituel, on est à Québec, dans mon studio de musique, dans le sous-sol chez mes parents. On a Corias avec nous. Salut, merci de vous adapter à ma situation géographique. Corias qui est de Québec. Ouais. Puis Corias qui est rappeur, qui vient de lancer son nouvel album La Nuit des Longs Couteaux. Ouais. Si vous nous écoutez, vous aimez ce que vous voyez, vous pouvez vous abonner à notre chaîne pour être à l'affût des derniers podcasts. Puis vous pouvez aussi laisser dans les commentaires les personnes que vous voulez qu'on invite. Corias, merci beaucoup d'être là. Merci à toi, PH. Merci de l'invitation. Je suis super content d'être là. C'est la première fois que je participe à un podcast, comme je te disais, puis je trouve ça le fun. C'est cool, t'es un fan de podcasts. Oui, là. c'est ça. Ben, je commence en fait à découvrir les podcasts. Comme je te disais, je suis un fan de Joe Rogan pour ses stand-up puis pour tout ce qu'il fait. Puis j'ai découvert son podcast, Doug Den, justement, qui a commencé le sien, La Voix du Bas. Donc, c'est ça. Je trouve que c'est un format qui est super intéressant, qui nous offre l'occasion d'élaborer sur des questions plus qu'une entrevue, mettons. Exact. Ouais. C'est ça. Je le trouve meilleur en podcast qu'en show, Joe Rogan. Moi. T'as écouté son show? Ouais, j'ai écouté ses Il y a un stand-up, dernier son Netflix spécial. special. Ouais. Mais effectivement, moi, je préfère sa personnalité d'intervieweur ou de personne à avoir des bonnes conversations que son stand-up. Il y a une plus grande ouverture d'esprit dans ses podcasts que dans son show. Je trouve. Ouais, ben des fois, justement, c'est un petit peu plus limité. Tu peux moins élaborer sur quelque chose parce qu'il faut que aussi. c'est un cadre où il faut que tu punches, tu sais. Puis Il fait exprès aussi de C'est un jouer, de personnage surfer un sur peu. la ligne de Ouais. l'inacceptable. Juste c'est pour, inacceptable, des fois, de la misogynie, Ouais. juste pour provoquer. Ouais, mais exact. c'est quand même il y a une bonne écriture, il est Oui, brillant. oui. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, ça c'est sûr. Définitivement un gars intelligent. Ouais, Mais clairement. nous autres, c'est ça. Nous autres, on l'aime beaucoup. Puis dernièrement, il y a eu le podcast avec Elon Musk. Je sais pas si tu l'as écté. J'ai vu des Tout le monde. memes aussi, Ah ouais, quand il y a il eu- prend une puff de weed, puis Ouais. qu'il est complètement out of space, sans faire de jeu de mots. Ouais. Ouais, c'est ça. Il est littéralement dans l'espace. Ouais. Ça, c'est un drôle de gars. Elon Musk, Ah, c'est vraiment c'est un phénomène. C'est incroyable, hein? Ouais. C'est quand même fou. Il sort avec Grimes. Ouais. Ouais, C'est comme, je suis comme, hey, ça marche, Ouais. quand je comprends. Les deux sont geeks à leur façon, vraiment. Ouais, c'est autant. ça, exactement. Je trouve que c'est un bon match. Ouais. On dirait des fois, quand on regarde des gens comme ça, tu sais, on dirait qu'ils sont pas dans la même espèce que nous autres. C'est vrai. Quand Ah, t'écoutes ouais. des gens comme ça, on dirait qu'il, lui, il est vraiment, oui, déconnecté, mais pas juste déconnecté dans l'une. Là. On dirait qu'il est vraiment dans une autre espèce complètement. là. Connecté C'est- sur Mars, man. Lui, c'est Ouais. l'objectif Mars, that's it. Ouais. Ouais. Les gens d'intelligence supérieure comme lui, moi, ça me fascine. Ouais. Je suis quand même fasciné par Ouais. des gens comme ça. Moi, c'est des gens comme ça, devant des gens comme ça, que je serais un peu starstruck si je les rencontrais, tu sais. Mm. Puis, parce qu'il y en a beaucoup qui sont starstruck juste parce que quelqu'un est connu. Moi, je trouve ça un peu... c'est vraiment des gens comme ça qui m'impressionnent. Ouais, mais ça. Puis, c'est ça, je trouve la glorification des gens connus, je trouve ça un peu... c'est un petit peu dommage. Puis, c'est ça, les gens qui changent le monde concrètement, tu sais, comme par exemple, les gens dans le domaine de la santé. Mais moi, j'ai un respect puis une admiration immense pour les gens qui travaillent là-dedans, tu sais. Parce que c'est vraiment dédier ta vie au service de la santé des gens, parce que c'est super demandant, en tout cas. Mhm. Ouais. Bref, je pourrais parler longtemps de ça, mais Mais je c'est ça, ouais, suis, Elon Musk, quelle personne quand même. ouais. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que, mettons, dans les podcasts qu'on a fait ici, celui que j'étais le plus starstruck, c'est probablement Gabriel Nadeau-Dubois. Ouais. À cause... Puis on s'entend que c'est pas lui qui a le plus de reach dans la gang qu'on a reçu. C'est Ouais, pas c'est lui. ça. Pas sûr que c'est Elisabeth Ouais, l'influenceuse. c'est ça. Ouais, Ouais. c'est ça, exact. Ouais. Sauf que, justement, à cause qu'il est tellement bon à ce qu'il fait, c'est ça qui m'impressionne, tu sais. Ouais. Ouais. C'est, tu sais, puis peu importe l'allégeance politique, il faut connaître que le gars, il est fucking bon. C'est une machine, là, tu sais. Effectivement. Puis c'est ça. C'est comme le talent puis l'intelligence de ce gars-là qui faisait que j'étais intimidé plus que quelqu'un connu. Ouais, je comprends. Comme les- Ouais, puis c'est un politicien sincère, comme les autres membres de Québec solidaire. Moi, je suis en train de lire en ce moment, je suis dans le milieu du livre de Manon Massy en ce moment, puis je suis Ok. comme, man, tu sais, une personne réellement engagée qui le fait pour les bonnes raisons, c'est ça. Quand tu regardes son parcours, tout ce qu'elle a fait dans sa vie, au service vraiment des gens qui sont défavorisés, tu sais, dans le communautaire, dans tout ça, puis je suis comme, man, tu sais, il en manque de politiciens qui font ça pour des raisons qui sont réelles, puis sans artifice, tu sais. Puis Gabriel en fait partie, je pense. Toi, Ouais. t'as appuyé publiquement Sol Zanetti. Oui, Ouais. oui, parce que c'est une couple d'années quand même que j'avais vu sa conférence à Trois-Rivières. Ça donnait que j'étais là en même temps. Puis il avait donné une conférence sur l'indépendance du Québec Mhm. pour convaincre un peu les gens qui viennent à la conférence. Ça, c'était dans le temps d'Option nationale ou... Exact. Ouais. C'était dans le temps d'Owen avant qu'il merge. Puis
Puis moi, j'étais déjà convaincu. J'étais déjà beaucoup plus sur le bord de la souveraineté pour les avantages que ça apporte. Mais tu sais, j'ai vu sa conférence, là, j'étais vraiment convaincu pour plein de raisons. Tu sais. Puis il m'a donné le livre qui fait dire oui, parce qu'il le donne gratuitement. Ouais. C'est comme plein d'arguments pour avoir la souveraineté. Puis c'est ça, ça fait 2-3 ans de ça. Puis je l'ai revu quelques fois. Puis donc mon appui allait de soi. Puis tu sais, je suis membre membre de QS, depuis l'année passée aussi, ma blonde et moi. On s'est dit, on le fait, membre de QS. Puis c'est ça. Puis je fais ça, tu sais, je l'ai affiché une fois publiquement, puis c'est pas mal la seule fois que je vais le faire. J'ai pas envie de me peinturer dans un coin, tu sais, d'un militant public. Mais n'empêche que si je fais du travail dans mon coin, tu sais, je veux l'aider réellement, puis ça a porté fruit parce que là, il est rentré. Puis avec c'est ça, tu sais, dans le fond, ça a peut-être fait la petite différence qui a fait qu'il est rentré parce que c'était quand même serré dans son contexte. J'espère. Il y a beaucoup d'artistes, justement, qui ont mis du leur justement pour qu'il puisse rentrer. C'est pour que ça lui donne un coup de pouce. Beaucoup d'artistes qui ont mis du leur pour QS en général, je pense. Exactement. Moi, seul, je l'ai rencontré il y a genre 8 ans parce que c'était mon prof de philo au cégep. Ah ouais? Ouais. Puis, pour vrai, ce gars-là, tu sais, il y a certains profs qui te marquent dans une vie. Mettons, on en compte souvent sur le doigt d'une main, là, genre tel prof au secondaire. Ouais. Puis, tu sais, nous autres, il y a notre prof d'anglais au secondaire. Ouais. Puis au cégep, il y a Sol, le prof de philo. Puis c'est vraiment le gars qui m'a fait intéresser justement à la philosophie, bien sûr, à la souveraineté. Puis tu sais, juste à la vie intellectuelle, mettons, en général. Là. Puis j'y dois ça vraiment. Ça a été une belle rencontre. Justement, il y a des profs où il y a ça aussi dans les professeurs qui peuvent réellement changer des vies concrètement puis le faire pour les bonnes raisons. Ouais. Puis, ça m'étonne pas. Ça me surprend pas du tout. S'il y a un gars pour ça, c'est lui. Ah, c'est ça, exactement. J'aimerais ça l'avoir comme prof. Bon, fait qu'on parle de musique. Bien sûr, on peut parler de on peut parler de ce qu'on veut. Clairement. Fait que là, ton nouvel album est sorti. T'as fait tes lancements au mois de septembre. Je suis venu te voir à l'Impérial. Génial. T'es bon, bravo. Merci beaucoup. Moi, j'ai eu beaucoup de fun à faire ça. Puis ça, c'était un peu briser la glace à l'Impérial parce que faire un premier spectacle après la sortie d'un album, puis pas le roder, parce que c'est ça qui arrive souvent. Tu sors l'album, puis là, c'est le lancement, c'est le show de lancement. Puis il y en a des fois qui font des shows de lancement un peu plus intimes. Un peu, moi, c'était le 5 à 7 quasiment. Là. Exactement. Puis là, par exemple, au mois de mars, on est en train de prévoir le lancement de l'album, les dates, qu'est-ce qu'on va faire comme salle, tout ça. Puis là, je dis à mon gérant, on pourrait peut-être se faire une petite salle à Montréal, place limitée, se faire quelque chose, un petit event avec ça. Puis comme non, on se fait le Métropolis. Je suis OK, parfait, le 3/4 de l'album n'est pas encore fait, pas encore enregistré, même pas encore composé. Moi, c'est tout fait un peu de dernière minute. La plupart de l'album, c'est composé et écrit en 2-3 mois, mettons, à fin, juste un peu avant l'été, pendant l'été. OK. Puis, fait que là, je me suis un peu lancé dans le vide. Puis moi, j'ai besoin de ça. J'ai quand même besoin d'un deadline. J'aime ça travailler sous pression. J'ai besoin de travailler sous pression parce que sinon, je vais un peu procrastiner. Ouais. Puis, fait que la date de sortie précède l'album, finalement. Exact. Mais c'est la première fois que c'est aussi intense que ça. Genre, au mois de mars, là, on prévoit la date de sortie le 14 septembre. Le 3/4 n'est pas fait. On se book un Métropolis. Fait que là, j'étais comme, c'est ça. Ça te donne un peu pas le choix de deliver, puis c'est excitant en même temps. T'sais, je me mets pas cette pression-là en m'écroulant et en pleurant. Je suis comme, OK, ça me drive à faire mon album. T'sais. Puis, bref, l'Impérial, quand j'ai fait le lancement Impérial, c'est la première fois qu'on faisait le show. T'sais, on a fait une couple de répétitions et tout ça, mais c'est la première fois qu'on faisait le show. Fait que ça brisait la glace un petit peu pour l'Impérial, pour le Métropolis. Moi, je dis Métropolis parce que j'ai bien de la misère à dire le MTLUS. Ça va rester Métropolis pour un petit bout. Ça va rester Métropolis, c'est ça, exactement. Puis ouais, c'est ça a super bien été. Je suis très content des 2 lancements. Puis d'ailleurs, on a une supplémentaire du MTLUS au mois de janvier. Ça aussi, c'était très excitant. Ouais, je me pinçais, j'étais comme, man, on a sell out 2300 places, c'est quand même fou. Là. C'est malade. Je suis très content. C'est l'aboutissement en même temps de plusieurs années. C'est le 5e album. C'est ça. Puis ça marche, le show live, c'est cool. Avec le drum live, ça ajoute vraiment, je trouve. Puis, tu sais, moi qui est musicien aussi, je sais que c'est que dans la culture du hip-hop de faire ça, d'avoir juste les tracks, puis un DJ, puis... Ouais. Mais, en tout cas, moi, personnellement, quand il y a des musiciens live, je trouve que c'est vraiment une valeur ajoutée. Là. Ben, ce que ça va ajouter, en fait, c'est qu'il y a moyen de changer un peu les chansons des versions originales. Ce que je trouve le fun à faire. Comme par exemple, j'ai fait des mash-ups là, dans mon show de lancement, dans le show que je traîne en tournée. J'ai mélangé des chansons des albums précédents avec les nouvelles chansons. Puis faire ça sur track, ça marche pas vraiment. Il faudrait le faire concrètement, changer le beat, puis les merger ensemble en studio, puis les mixer. Puis c'est un peu compliqué. Fait qu'en live, c'est beaucoup plus simple à faire parce qu'on a toutes les séquences, on a juste à jouer là-dedans.
Puis c'est ça, la dynamique est vraiment différente avec des musiciens qu'avec juste un DJ. Clair. Mais le pire, c'est que je le fais aussi, le spectacle avec les DJ. Ça dépend des places où on va, ça dépend du budget, de la capacité, de tout ça. Je fais un show sur l'heure du midi au secondaire, je traîne pas tout mon temps. Je vais juste avoir mon DJ avec moi, puis c'est beaucoup plus simple comme ça. Moi, je me rappelle. Tu peux y aller. Non, vas-y, non, continue. Mais bref, j'aime aussi ça, faire le show juste, back to basics, un peu juste avec un DJ. Rapper DJ, c'est le fun aussi. C'est ça. Moi, je me rappelle, j'avais vu... étrangement, dans toute la lignée des MTV Unplugged, là, dans le temps que c'était vraiment gros, là, il invitait, il y avait Jay-Z, mais moi, celui-là qui m'a marqué le plus, c'était Lil Wayne. Je sais pas si vous avez vu ça. Non. Mais ironiquement, les MTV Unplugged, quand c'est des rappeurs, c'est là qu'ils plug la guitare puis la bass puis qu'il y a un band live, c'est vraiment puissant. Puis Lil Wayne, il venait de sortir The Carter 3. Puis il est arrivé avec la grosse guitare électrique. Puis genre, c'était un show insane. Même celui-là de Jay-Z aussi, c'est qu'il plug le band au complet. Puis je trouve que ça lève vraiment. Je me rappelle, c'était quand j'avais vu ça. Puis tu sais, je veux dire, j'étais jeune, là, de Carter 3. Je sais pas j'avais quel âge, mais j'étais vraiment trop jeune pour Lil Wayne. J'étais trop jeune pour Lil Wayne. À 2008? Non, c'est un petit peu avant ça. C'est ça, 2006-2007. Ouais, dans ce coin-là. 2007, je pense. Puis, mais c'est son gros album. Son album en plus, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, ça nous amène. Il y a quelque chose que je voulais te parler par rapport à ça, justement. Tu sais, Lil Wayne vient de sortir son Carter 5. Puis il s'inscrit un peu dans la même lignée que bien des albums hip-hop qui sortent maintenant avec vraiment beaucoup de tracks pour le streaming. Puis ça fait que ça dilue un petit peu la qualité des tracks, j'ai l'impression. Parce que l'album, il est vraiment bon. Même chose avec Drake, on en parlait l'autre fois avec Safia. L'album, il est bon. Si tu prends, mettons, les 11 tracks, 11 meilleurs tracks, ça fait un album vraiment de la bombe. C'est la même chose en équoutant Scorpion. Ouais, c'est ça. Fait que toi, tu te positionnes où dans ça? Parce que ton album, il fait clairement pas ça. Non. Fait que qu'est-ce que tu penses de cette question-là, en fait? Des enjeux de streaming? Mon approche de faire un album, c'est vraiment d'approcher un album comme on écrit un livre ou on fait un film ou quelque chose. C'est qu'il y a vraiment une ligne qui va lier l'album au complet, qui a une introduction, un développement, une finale. Puis moi, c'est ma façon de créer. Je suis pas capable de le faire autrement. Peut-être qu'à un moment donné, je vais essayer d'explorer puis faire ça autrement, sauf que c'est ce que je trouve dommage, puis là, je veux sonner puriste ou un peu vieux, mais je trouve ça dommage, l'expérience d'acheter un album, de l'écouter du début à la fin, d'ouvrir le livret. Ce que moi, j'aimais beaucoup faire quand j'étais plus jeune. Maintenant, moi-même, je le fais plus. Moi aussi, je suis sur Spotify puis Apple Music all day. Puis, je trouve ça super, justement, pour pouvoir... Il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de limites. Moi, je me ramène 10 ans en arrière quand j'avais mon iPod puis que je mettais de la musique puis c'était limité. J'avais juste le nombre de chansons que je mettais sur mon iPod. Maintenant, ça n'existe plus. C'est quand même formidable. C'est juste que les désavantages qui viennent avec ça sont là aussi. C'est moins payant pour les artistes. L'expérience, justement, d'écouter un album, ça se fait souvent à la pièce. Il y a une chanson dans une playlist. Tu vas juste écouter cette chanson-là. Ça enlève un peu l'expérience d'écouter un album front to back, tu sais. T'es moins attaché émotivement à un album physique, tu sais, que t'as traîné dans ton char pendant longtemps, il est un peu scratché, tu sais. Il y a ça aussi. Tu sais, quand c'est juste dans l'ordi, souvent tu vas l'écouter une couple de fois, mais tu vas moins y retourner, j'ai l'impression, qu'un album physique que t'as, puis que... Love Suprême dans ton char. Love Suprême, il a roulé dans mon char longtemps. Ah ouais, pour vrai? Chaque fois qu'il me faisait un livre, c'était Love Supreme. Nice. Ah oui. Mais tu vois, il y a encore beaucoup de mes fans qui achètent les copies physiques, justement parce que je mets un effort, même, tu sais, on est dans une ère où le artwork est même irrelevant un peu parce qu'il y en a beaucoup moins qui se vendent des albums. Un petit thumbnail sur à côté de la toune. Pourquoi mettre tant d'efforts à faire le artwork si ça finit un thumbnail sur Apple Music, tu sais. Mais moi, je continue, puis justement, là, je travaille avec Sam Murdoch, qui est mon voisin, qui a la maison de disque P572, qui est une maison de disque indépendante de Québec, mais qui font du artwork vraiment formidable puis élaboré, tu sais, lui, genre, à mettre des trucs codés sur la pochette, puis ça, si tu le mets dans cet angle-là, c'est différent, puis en tout cas, des trucs comme symétriques, puis en tout cas, c'est quelque chose qui se perd vraiment beaucoup, mais lui, c'est l'inverse, il met vraiment beaucoup de temps sur l'artwork, puis les vinyles, puis moi, je continue à mettre cet effort-là, parce que je trouve ça important de ne pas perdre ça, puis c'est parce que c'est quelque chose que j'aime faire aussi, que ce soit une œuvre entière avec le visuel et l'audio, tu sais. As-tu fait faire des vinyles? Je vais en faire. Je l'ai fait faire pour Love Supreme. OK. Ouais. Ça se vend mollo. Ça se vend dans un show, là, tu sais. Okay.
ça reste quelque chose de limité. Il faut avoir probablement une table tournante. Puis faut, Mais il y a quand même un retour à cette forme-là pour les vrais collectionneurs. Oui, il y a quand même beaucoup. À chaque album, ça fait 3 albums que je sors que je me fais demander à chaque fois. Il y a ça des vinyles, ça des vinyles. Puis là, pour Love Supreme, on a fait un premier essai, un premier print, puis ça se vend. Puis on va le faire aussi avant les fêtes pour le nouvel album. Puis l'artwork est doublement intéressant parce qu'à cause du format, c'est vraiment beau à voir, un beau artwork quand c'est gros comme ça. Mais ouais. Puis la réception du nouvel album, ça a l'air vraiment positif. C'est très positif. C'est pas un album qui est facile tant que ça. Non, c'est dark en crise. C'est très personnel, très dark. Exactement. Puis je vais peut-être me revirer à 180 degrés pour le prochain. C'est pas vraiment ça qui va arriver, là. Mais j'avais besoin de le faire. Puis la réception est bonne. Moi, à chaque album, je me soucie vraiment de ce que les gens vont en penser un peu trop même. Okay. Cet album-là, je me suis un peu débarrassé de ça. J'ai vraiment voulu faire l'album que je voulais faire pour moi en premier. Puis les oreilles des fans également. C'est vraiment ça qui m'importe le plus. Les gens qui sont autour de moi, qui je travaille, Rough Sound, Philippe Beau, qui me donnent toujours leur avis sincère sur les chansons puis qui essaient de les pimper le mieux possible. Puis les fans. Les gens qui me suivent, puis les nouveaux qui commencent à m'écouter, il y en a toujours qui se rajoutent. C'est vraiment les oreilles qui m'importent le plus. À date, il n'y a pas... j'ai personne qui m'a écrit « Je suis vraiment déçu de ton album. Ça reste très positif. Fait que je suis content. Cool. Puis tu fais tes propres beats sur l'album? Oui, ça fait 2 albums. 2 albums que tu fais ça? Ben, j'ai toujours fait des beats sur mes albums. OK. Sauf que, mettons... Rue des Saules, l'album avant Love Supreme, celui-là, j'avais peut-être fait le 3/4. OK. Mais Love Supreme, toutes les beats, c'est de moi. Ah ouais. Puis le dernier, La Nuit des Longs Couteaux, il y a 2 beats de Rough Sound qui est aussi dans mon équipe. Là. Puis le reste, c'est moi aussi. Puis tu le fais parce que tu veux avoir ta touche créatrice sur toutes les pans du projet, ou tu le fais pour quelle raison tu décides de faire tes beats? Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que je suis capable de le faire. Ouais. Si je n'étais pas capable, je ne serais pas rigueux. Je suis capable de faire mes beats, puis les beats sont pas so-so. C'est un meilleur rapper qu'un beatmaker. Je pense que je suis capable de faire des très bonnes bases. Puis j'ai une équipe... que tu pourrais aller quand même chercher... Tu es un vétéran du hip-hop quand même. Tu pourrais aller chercher n'importe quel beatmaker que tu veux. Là, puis tu sauverais probablement du temps. Ouais, mais en même temps, tu sais... Ça serait moins personnel. Je suis vraiment content de l'équipe que j'ai, qui est formidable. Tu sais, il y a beaucoup de maquettes que je te ferai écouter qui ne sonnent pas pareil comme la version finale sur l'album. Il y a une couple de tunes que ça reste quand même similaire au beat que j'ai fait originalement, mais tu sais, on fait un bon travail pour arriver à un produit optimal, tu sais, un résultat optimal. Puis tu sais... je vois pas pourquoi j'irais acheter un beat à Mike Will Made It aux States, mettons. Je veux dire, on a vraiment des beatmakers et des musiciens de qualité au Québec. J'ai envie de travailler avec les gens que je connais. T'sais. J'ai envie de pouvoir appeler Rough Sound puis parler dans ma langue. Puis ça fait 15 ans qu'on se connaît. Il y a ça aussi. J'aime beaucoup travailler. J'aime pas ça forcer les collaborations. J'ai bien la misère à approcher du monde d'ailleurs pour les featuring pour ça parce que je trouve ça awkward. Ça te tente-tu de collaborer? Comment ça marche, cette affaire-là? Ça se passe naturellement. C'est pas que 2 feats de Fouki sur l'album, parce que c'est rendu un de mes amis, puis on s'est vu quelques fois dans les derniers mois pendant que je créais l'album. Ça s'est juste fait naturellement, pas forcé. Puis c'est de bons feats. Ces collaborations-là, mettons, d'habitude, c'est-tu une affaire de genre on est chum, puis tu viens sur mon album, ou c'est la maison de disque qui contacte la maison de disque, puis on arrange une affaire? Là, on est sur la même maison de disque, c'est ce qui aide, là. Mais il y a un peu de tout ça, en fait. C'est que, mettons, la collaboration se fait humainement, c'est-à-dire que je contacte la personne directement pour faire la chanson. Okay. C'est de l'artiste à l'autre artiste, souvent. L'artiste à l'autre artiste, sauf que, tu sais, pour tout ce qui est réglage de droit, c'est les maisons de disques qui dealent entre elles. Si on a notre mot à dire sur comment on va répartir ça, mais il y a quand même du travail de label derrière aussi. C'est la partie plate. Moi, je laisse entre les mains de mon gérant, parce que j'ai pas le goût de deal avec ça. C'est ça. Donc là, Fouki, on est sur la même maison de disques. Qui est 7e ciel. 7e ciel, exactement. Fouki, on peut parler de la relève du hip-hop québécois. Ouais. Fouki, c'est vraiment un up and coming, puis un peu... j'ai l'impression que tu le prends un peu sur ton aile, dans ta lignée, dans ta continuité, peut-être? Oui, ben ça s'est fait en même temps. C'est pas quelque chose de calculé, genre je te prends, tu sais, je veux te prendre sous mon aile et que tu deviennes mon protégé ou whatever. Encore là, ça reste quelque chose qui s'est fait naturellement. C'est quelqu'un qui... Ça, c'est vraiment drôle, puis je sais pas s'ils vont m'en vouloir que je le raconte sur caméra, mais c'est un grand fan. Je veux dire, c'est drôle parce que j'ai eu un souvenir Facebook récemment.
où je disais, c'était un statut sur mon compte personnel. Il y a 2 ans, j'avais fait un show au Cégep du Vieux-Montréal sur l'heure du midi avec mon DJ. Puis j'avais fait un statut qui disait « Aujourd'hui, j'ai signé des cartes de la STM puis des chests de jeunes hommes. C'était vraiment spécial. » Puis dans les commentaires, j'ai fait photo à l'appui. Puis j'ai posté une photo de deux gars qui avaient le chest signé Corias. Puis un des 2 gars, c'était Fouki. Ouais. Là, j'ai vu dans mon souvenir, je dis « Oh shit! » Là, je l'ai tagué, man, c'est fou. Ça fait combien d'années, ça? un mad groupie. Il y a 2 ans. Le 2 ans. Ça fait 2 ans, exactement. Puis là, je ne posterai pas la photo pour pas... c'est un petit peu humiliant. Mais je sais que c'était un peu en joke, là, sauf que c'était vraiment ça. C'était un grand fan de ce que je fais. Puis je trouve ça beau en même temps. Moi, je me mets dans la peau de moi quand j'étais jeune. Il y a beaucoup d'artistes que j'admirais, avec qui j'ai collaboré après. Puis j'ai trouvé ça, quand tu prends du recul là-dessus, t'as de la gratitude. Vraiment. Puis c'est un peu ça. C'est comme... moi, je valorise ça beaucoup, qui m'admirait puis qui est rendu à mon status maintenant, à faire des collabos avec moi, puis à remplir des salles, puis tout ça. Je trouve ça super le fun. Puis c'est quelqu'un qui est réellement, qui est authentique. Ce que what you see, what you get. Puis c'est un gars qui est super sympa, puis qui est très talentueux aussi, c'est-à-dire que c'est un naturel. C'est un gars qui, il est chez nous, j'ai fait écouter des beats, puis il va me chier un refrain out of nowhere. Puis c'est très... c'est ça sort naturellement. Puis des talents raw comme ça, j'admire ça aussi. C'est fou, moi, ça m'impressionne à quel point le paysage du rap au Québec change extrêmement vite. Puis c'est vrai. Toi, depuis 2 ans, tu as pris une petite pause, puis on va probablement revenir là-dessus. Mais tu sais, en 2 ans, comment que ça a changé, c'est incroyable. Maintenant, justement, tu as des nouveaux noms comme Fouki ou Zach Zoya aussi, qui est super bon. Loud puis Larry font carrière solo, les Dead Obeats font carrière solo. C'est fou comment. Puis tu sais, c'est ça. Moi, c'est une industrie qui change tellement rapidement. Il y en a plein d'autres qui arrivent de nowhere. Fouki est à l'affût de ça aussi. Par exemple, là, récemment, il m'envoie des beats d'un beatmaker de son coin. Le gars, je l'ai rencontré par hasard, puis ses beats sont malades. Il y a beaucoup de... Je trouve que il y a beaucoup de talents qui émergent de nulle part. Puis c'est ça. La scène est très en forme. Puis ce qui manque, c'est des rappeuses, là, je pense. Il y en a une couple, mais il n'y en a pas qui sont encore au même niveau que les gars. À remplir des salles, puis tout ça, il n'y en a pas vraiment. Puis à avoir un bon following, puis des albums. Puis est-ce que c'est une question qui en manque en termes de talent, ou c'est juste que leur place n'est pas encore acquise? Je sais pas. On dirait que le talent n'est pas aussi présent que les gars non plus. Encore. Puis je sais pas on dirait que c'est quelque chose, parce qu'on dirait que c'est un domaine qui est... c'est un domaine qui est extrêmement masculin, puis extrêmement mal alpha. Je sais pas si d'emblée les filles ont envie de faire ça. Il y a plein de gars, moi quand j'étais au secondaire, il y a plein de gars qui rappaient, mais les filles, il n'y en avait pas. Il n'y en avait aucune. T'sais. Le moins il y a de modèles, le moins il y a de jeunes qui veulent suivre ce modèle-là, puis faire ça. Aussi. Aux États-Unis, il y en a 2 rappeurs connus. Là, puis ça a pris du temps avant qu'ils percent la scène. Ça a pris du temps, du moment où est-ce que la scène de rap aux États-Unis était en émergence jusqu'à ce que des filles se mettent à rapper. Ça a pris genre 15 ans. Là, exact. Puis ça a comme un peu... ça a diminué un peu. Il y en a une couple quand même. Il y a Sarah May, il y a MCM qui est de Québec. Il y en a une couple, là, sauf que quand on pense à l'âge d'or du rap keb, le début des années 2000, fin 90s, il y avait... Par exemple, Rain Man, Pas de Chilling, je sais pas si tu te souviens de ça. Là. Non. C'était trop jeune un petit peu, mais tu iras checker ça sur YouTube parce que c'est vraiment bon. Rain Man, qui est la première cassette de Rap Keb que j'ai acheté. Leur premier single, c'est un track qui s'appelait Pas de Chilling, qui était feat Sabrina Jean. Puis c'est le premier verse qui est sur la chanson, c'est un verse de Sabrina Jean, qui est une excellente rappeuse. Il y a Mozaïen avec J. Kill, qui était super, super féministe dans sa façon de dénoncer des affaires, puis moi, elle me faisait peur. Moi, j'écoutais les albums de Mozaïen, puis j'étais comme, oh shit. Elle me faisait vraiment peur. Puis, quand je l'ai rencontré, elle était super sweet. C'était vraiment décalé avec son personnage sur l'album. Puis, j'ai l'impression qu'il manque un peu de caractère dans le rap féminin québécois. Mais j'ai l'impression, comme je dis, il y a beaucoup de rappeurs qui sortent de nowhere. Puis, j'ai l'impression qu'il va en avoir des filles qui vont sortir. C'est imminent qu'il va y avoir plus de filles qui vont sortir. J'espère. J'espère, c'est évidemment. Toi, ça fait à peu près 20 ans que tu fais du rap? Ça fait cette année, 20 ans, que j'ai commencé à rapper, mettons, plus sérieusement. 14-15 ans, là, ça fait 20 ans cette année. J'ai 34. Puis, depuis 20 ans, c'est probablement maintenant que le rap est le plus en vogue au Québec. Là. En vogue et en santé au niveau de la qualité. Puis, clairement. L'effet...
probablement l'effet Loud dans la dernière année a joué un gros morceau dans ça. Là, il a atteint je pense qu'on peut dire quand même un high que pas beaucoup de monde avait atteint avant lui. Ouais. Puis je pense que ça a dû aider le mouvement, nécessairement. Quand tu réussis à atteindre un grand public, je pense que c'est Toutes les femmes savent danser, qui a été pendant un certain temps la chanson francophone la plus écoutée au monde. Quand tu considères ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui doivent entendre ça à la radio, qui n'ont jamais été exposés au rap, peut-être. Oui, mais ça va avoir des portes pour la radio commerciale également. Ben, exact. Parce que là, c'est quoi, par exemple? Moi, j'ai la Matone 5 à 7, t'étais numéro 1 du top 20 francophone récemment. C'est fou, ça. Ce qui est la première fois qu'une de mes chansons qui pop vraiment à la radio commerciale, puis ça fait un bout qu'on essaye, tu sais. Ouais. Le timing était bon, justement, parce que lui, je pense qu'il a un peu ease notre entrée à la radio avec son single. Puis, tu sais, mettons, j'étais allé au party de C'est quoi, ils ont fait une soirée privée au MTLUS le mois passé. Puis là, j'ai rencontré le directeur de programmation, puis j'ai jasé avec lui, tu sais, concrètement, les yeux dans les yeux avec un directeur de programmation de radio commerciale. Puis ça change tout un peu. Parce que moi, j'avais des préjugés. J'étais comme, ils sont fermés d'esprit, puis ils veulent juste passer de la merde, tout ça. Puis j'ai jasé avec lui, puis c'est là que tu vois, tu sais, il y a des humains derrière tout, tu sais. Puis il est venu me voir, puis il a dit, je t'ai vu faire ta chanson live, puis là, j'ai compris c'était quoi. J'ai vraiment compris c'était quoi. J'ai compris d'où tu viens, j'ai compris pourquoi les gens ils ont un attrait envers ça. Puis il avait déjà rentré ma chanson à radio, tu sais, puis c'est lui qui m'avait invité, mais tu sais, en me voyant live, il avait catché c'était quoi. Puis des fois, c'est juste ça. C'est juste de s'ouvrir un peu l'esprit, d'essayer de savoir ce que c'est. Moi, c'est ce qui m'est arrivé en écoutant Occupation Double, en fait. C'est vraiment niaiseux. T'as écouté l'émission? Ouais, la dernière saison où toi, t'étais dedans, j'ai écouté religieusement du début à la fin. Shit. Religieuse. Oui, puis non, mais pour vrai, c'est parce que je me suis donné une raison. Ma blonde, elle écoute les téléréalités depuis un bout quand même, de façon un peu assumée, en sachant qu'il y en a du quétaine. C'est comme, oui, mais je trouve ça divertissant à regarder. Puis j'ai commencé à regarder Occupation Double parce que je connais Adamo, parce que c'est Di Sarno. Moi aussi, je le connais comme étant Di Sarno. C'est un rappeur. Puis je me suis donné comme raison. Comme je le connais, je vais l'écouter. Puis je me suis vraiment... ça me fait tomber des préjugés parce que j'avais vraiment l'impression que c'était un freak show, qu'on prenait du monde un peu bête, qu'on les mettait devant une caméra, puis qu'on les mettait en cage, puis qu'on faisait un spectacle avec ça. Mais particulièrement avec votre édition, j'étais comme, c'est vraiment pas du monde idiot. Ils ont changé le casting. Cette année aussi, ils ont changé le casting. C'est des gens, les gars sont super brillants, sont respectueux, puis les filles aussi sont c'est vraiment pas des gens limités, tu sais. Je pense que s'ils voulaient relancer justement ce concept-là, il fallait changer quelque chose. Là. Je pense que c'était plus d'actualité de mettre. C'est plus dans l'air du temps. Les gens veulent plus ça, veulent plus la bêtise, là, je pense. Là. En tout cas, j'ai regardé XOXO, puis je sais pas. Mais... oui, mais est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? J'ai dit récemment, je suis en dépression saisonnière. Je vais être déprimé pendant toute la saison d'XOXO. Mais non, mais ça, je trouve qu'ils ont ramené ça un peu, de prendre des gens... avec une grande vanité, là, les présentations dans la première émission d'XOXO, je suis influenceur, puis c'est des gens un peu vides, là, puis je suis comme, ils retombent là-dedans, mais Occupation Double, pas du tout. Justement, j'ai pris la peine, en prenant la peine de l'écouter, ça m'a fait un peu tomber les préjugés, les idées préfabriquées que j'avais par rapport à ça. Puis la même chose, justement, le diffuseur radio par rapport au rap, je vois que c'est tombé un peu ça. Ce qui est vraiment le fun pour nous autres, parce que c'est ultra payant. De passer à la radio. C'est le premier avantage. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, ça change pas. C'est super payant. Quand tu as un single numéro 1, ça fait ton année. Là, Puis monétairement, je veux dire. Je comprends. Sans rentrer dans les détails monétaires de tout ça, ça reste quelque chose de payant. Ça reste, c'est ça. Ça aussi, c'est dur à évaluer. Tu as tes statements de la SOCA en détail. Sauf que ça reste qu'ils vont choisir. Et c'est eux autres qui choisissent qui va vivre de ça. Qui va vivre de ça. C'est fou, hein? Pareil qu'il y a le contrôle de c'est pas que ça qui est payant, les spectacles, il y a plein d'affaires. Sauf que, tu sais, l'argent, tu le fais pas dans le streaming. Faut que tu streames 6 millions pour avoir quelque chose qui a du bon sens, tu sais, encore aujourd'hui. Sauf que c'est toujours la poule et l'œuf un peu aussi. Les autres, les radios connaissent leur public, tu sais, puis... Je comprends leur position aussi. C'est ça, tu sais. Je comprends leur position. Moi, si j'essaie d'être plus conciliant, je comprends qu'ils ont un public... Sauf qu'ils décident un peu de qu'est-ce que le public va aimer. Puis justement, quand ils sont un petit peu audacieux puis qu'ils osent mettre des chansons qui sortent un peu du cadre de la radio commerciale, comme moi, par exemple, ils se rendent compte que le public aime ça et en écoute aussi. Puis ça va peut-être chercher un autre public également. Oui, parce que
Ben, les jeunes écoutent probablement moins la radio maintenant que les personnes plus âgées, là. Je sais pas, mais tu sais. Je connais pas la démographie. Je sais pas Je lance ça de même, je sais pas non mais plus. moi, je sais pas plus. Faudrait Mais que je ton check public est définitivement plutôt jeune, là, ça c'est sûr. Oui. Là, ça. Ouais. Ça, j'en parlais à mon lancement à Montréal. Il y a un préjugé par rapport à ça aussi. OK. Genre, c'est mal vu ou c'est un peu... Tu peux te servir de ça pour insulter quelqu'un. Tu fais du rap pour ados, puis c'est juste des jeunes qui t'écoutent. Puis ça, je trouve ça vraiment poche. Comme... C'est vraiment pas donner de crédit à la jeunesse. Non, c'est vraiment dommage. Comme, même tant mieux, c'est des jeunes qui m'écoutent. Là. Moi, je trouve que les jeunes, débile. c'est la génération... Chaque génération, c'est toujours quand t'es jeune que t'as la plus grande ouverture d'esprit sur découvrir des nouvelles musiques. Puis c'est même prouvé qu'après 30 ans, à moins d'être un artiste ou un musicien puis rester curieux, la majorité des gens découvrent pratiquement plus de nouvelles musiques puis continuent d'écouter ce qu'ils écoutaient quand ils étaient jeunes. Ouais, il y a toujours des exceptions, là, sauf que... Ça revient à ce qu'on disait tantôt, de plus tu vieillis, plus changer tes habitudes de vie sont difficiles, changer tes goûts, changer ce que tu consommes. Plus tu vieillis, plus ça devient difficile. Nous, on le vit là, avec le véganisme, puis comment, notre crowd, c'est des 18 à 34. Parce qu'après ça, c'est vraiment plus difficile de faire passer... de faire changer les gens, en fait, changer leurs habitudes de consommation. Mais tu sais, encore là, pour pas que personne monte aux barricades, il y a toujours des exceptions. Puis justement, tu sais, là, il y avait Jean-Philippe Cyr, à tout le monde en parle, là, qui est un chef vegan. Je suis allé voir un peu les commentaires sur Facebook, puis tu avais full le commentaire de j'ai 62 ans et je viens de devenir vegan, puis je regrette pas du tout, nanana. Puis, fait que ça donne espoir, vraiment. Ben lui, c'est une légende. C'est un malade, ce gars-là. Pour vrai, c'était une entrevue exemplaire. Comment donner une bonne entrevue? Moi, probablement que je serais minimum végétarien. La seule chose qui m'empêche de le faire, c'est parce que c'est pas juste ma vie sur laquelle il va avoir un impact si j'adapte mon alimentation complète, parce que j'ai 2 enfants. Je trouve ça... C'est vraiment difficile. Je suis pas prêt à m'embarquer là-dedans. Sauf que je sais qu'un jour, je vais être au moins végétarien parce que... Ben, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont cette réflexion-là. De dire un jour, tu sais, puis tout le monde fait son chemin à sauf qu'on a grandement réduit notre consommation de viande. Il y a beaucoup, beaucoup de plats végés. Il y a un minimum de viande. Chaque semaine, l'enlever complètement, c'est un petit peu... c'est difficile pour moi en ce moment. Si j'étais le seul à... J'avais juste mon as à m'occuper d'eux. Belle phrase, belle tournure de phrase. Si j'avais seulement mon as à m'occuper d'eux, je serais vegan. En tournée, c'est plus dur, par exemple. Ben oui, mais ça. Ouais, alors justement, dans le truck, en revenant de l'Abitibi avec mes musiciens, on était comme, là, on se fait-tu des lunchs avant de partir en tournée? On commence à faire ça parce que man, quand t'es sur la route de l'Abitibi, là, t'as pas beaucoup de choix. Santé, végé, name it, là, il y en a pas beaucoup. Puis plus le temps passe, plus ton métabolisme accepte moins de passer au McDo, là. Exactement. C'est le fun pendant 2 jours, mais pendant des mois de tournée, c'est moins le fun. Là, exactement. Mais même, les options un peu plus, tu sais, t'as quand même d'autres options que McDo maintenant, mais des fois, non, tu sais, puis... Je sais pas si un Thai Express, c'est tant mieux qu'un Big Mac. C'est ça l'affaire, tu sais, un gros crise de sauter chez Thai Express, tu sais que c'est riche en plein d'affaires, tu sais. En tout cas, mais on se fait des arrêts à l'épicerie, tu sais, on peut arrêter à l'épicerie, puis il y a comme vraiment des options pour tout, on peut se pogner plein de fruits et légumes, tout ça, puis là, on se dit, on va commencer à se faire des lunchs parce que c'est vraiment difficile en tournée. Des fois, t'as juste des casse-croûtes, là, tu sais, c'est ça, c'est tough. Tu sais que t'es rendu à l'âge d'arrêter aux épiceries en tournée. C'est ça, mais là, on est tous dans trentaine, certains avancés, tu sais, fait que évidemment que on fait, tu sais, doublement attention à ce qu'on met dans notre corps, tu sais. C'est ça. J'imagine que ton expérience de tournée a changé beaucoup au courant de 20 ans. Ça doit pas être de la même façon que tu gères tes tours. Même en 2 ans. Ah ouais? C'est ça, ouais. Oui, c'est différent, notamment récemment parce que j'ai arrêté de boire. Là, je commence à en parler publiquement parce que là, je suis pas mal lockdown. Là, je le dis parce que je recommencerai pas à boire. Ça fait ça fait combien de temps que t'as pas bu? Là? Ça fait depuis la mi-août. Okay. Puis, je sais que ça fait pas beaucoup, ça fait pas si longtemps, sauf que, je veux dire, moi, tout ce que j'envisageais, tout ce que j'appréhendais, en fait, je l'ai passé, puis bien. J'appréhendais en spectacle. Avant mon show, je me prenais 1-2 bières pour décanter. Ouais. Après le show avec les gars, sortir, tout ça. J'ai été dans plein de contextes où il y avait de l'alcool autour de moi, puis pas de problème. Pas de problème. J'ai réussi à passer la tentation. Puis je l'ai traité un peu comme la clope, parce que j'ai arrêté de fumer la cigarette. Ça fait 6 ans cette année, en 2012. Puis, tu sais, je fumais pas tant que ça, mais je fumais quand même, tu sais. Puis je m'accotais, c'était beaucoup de béquilles pour le stress, puis pour, tu sais, comme beaucoup de gens.
Puis j'ai arrêté de fumer parce qu'à un moment donné, j'étais à un FME en Abitibi, puis j'avais fumé un paquet et demi une soirée, puis j'ai vomi un poumon le lendemain, puis j'étais comme, je veux plus jamais fumer une clope. Puis j'ai arrêté un peu cold turkey, puis j'ai pu retoucher une clope. Puis j'ai fait la même chose. Je me suis vraiment, là, au festif de Baie-Saint-Paul, je me suis torché dégueulasse au point où le lendemain, j'étais comme, OK, c'est trop, là. C'est beaucoup trop. Puis je sais pas si je suis alcoolique ou, c'est un peu tough à dire parce que l'alcool c'est tellement un lubrifiant social, c'est tellement glorifié. Tout le monde boit. C'est incroyable comment tout le monde boit. Puis quand tu as des tendances à la dépendance un peu, mais ça peut devenir problématique dans certains moments. J'étais pas celui qui ouvre sa 24 à tous les jours puis qui boit du à la fin de la journée, sauf que des fois, je m'ouvrais une caisse puis je la buvais au complet. Ça pouvait arriver. Donc, j'ai décidé de juste l'enlever de ma vie. Puis ça me fait un bien immense, gigantesque. Sûrement. De ne plus avoir de hangover. Ben oui. C'est capoté. C'est vraiment... je veux plus jamais avoir un hangover de ma vie. Juste ça, c'est ça. Donc, moi, j'ai arrêté une fois dans ma vie, 3 mois, juste pour essayer. Ouais. Tu sais, j'étais pas un buveur excessif non plus, mais tu sais, ouais, tu le sens dans comment tu te sens le matin quand tu te réveilles. Tu le sens, ton portefeuille le sent aussi. C'est clair. Tu te sens, la petite graisse de bédaine, elle disparaît. Tu sais, c'est toutes sortes d'affaires. L'aspect de la grosse crise de dose de calories. Ben oui. Vide qui ne sert à rien. C'est exactement, c'est ça. Puis, il y a juste, moi, j'en vois juste des avantages. Tu sais. Ouais. Puis si j'ai le goût d'un buzz une fois de temps en temps, ben moi, j'ai commencé à consommer du cannabis de façon responsable. Je le glorifie. Tu sais, je ne peux pas poster des photos de moi qui wake and bake là, sur les réseaux sociaux comme Snoop Dogg. Tout ça, je ne veux pas glorifier ça non plus parce qu'il y a ces dangers. Puis j'espère que la légalisation va venir avec la prévention. Puis... Sauf que maintenant, c'est ça. J'ai découvert, en fait, à cause d'Ogden, dans la classe, justement, toutes les différences de strains, puis de comment c'est le psychoactif, puis ce qui n'est pas psychoactif également. Ce qui fait que tu peux faire une consommation responsable quand tu es éduqué sur le sujet. T'sais. Fait que j'ai commencé à fumer récemment. Puis c'est ça. Dans des moments où j'ai envie. C'est pas quelque chose. Il y en a beaucoup que je connais qui fument du début à la fin de la journée. Ouais, qui ont besoin de ça à chaque jour. Mais non, moi, c'est pas le cas. Là. Le danger, c'est les habitudes. C'est de prendre une habitude. Mais quand c'est quelque chose d'extraordinaire qui n'est pas dans ton quotidien, c'est beaucoup moins dangereux que genre je fume avant de me coucher à chaque soir. Ça devient une habitude, puis c'est là que c'est dangereux. Ouais. C'est ça. J'aime beaucoup les produits alternatifs. Ouais, c'est infusés au THC. C'est ça que j'allais dire. Je connais des producteurs de produits alternatifs qui sont vraiment formidables. Tu as du thé glacé infusé au THC. Tu te prends une petite dose de thé glacé, puis c'est pas comme inhaler de la grosse boucane. T'es pas obligé de fumer. Ouais, c'est ça, exact. Ou des gélules de CBD. Ou ça qui se mettons, ça fait vraiment relaxer ton corps avant le sommeil. Fait que, au lieu de te prendre un moitié de somnifère, il y a des moyens naturels alternatifs à partir du cannabis qui sont intéressants. Avec la légalisation qui s'en vient, j'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup plus de produits comme ça qui vont sortir, que tu vas pouvoir contrôler beaucoup plus facilement sans nécessairement te scraper les poumons avec de la boucane. T'sais, moi, ça, c'est ça qui me dérange le plus. Moi, je suis asthmatique dans la vie. Moi aussi, j'aime vraiment pas ça respirer. Exact, c'est ça. Fait que je me dis, si jamais j'ai l'option, mettons, d'avoir, je sais pas, un biscuit Leclerc, mettons, avec telle dose de... Ben, il y en a, c'est ça. C'est ça, il va en avoir. Ça, je trouve que c'est vraiment... Je trouve que ça, en tout cas pour moi, c'est ce qui m'attire le plus, je pense. Puis le dosage aussi, de savoir, justement, dans le podcast de Ogden, il en parlait, parce qu'il parle de la légalisation puis de tous les aspects, parce qu'il y a beaucoup de choses à considérer. C'est pas simple. Mais moi, je connais pas le 3/4 de ce qu'il faut que je sache sur le sujet, puis je trouve ça super intéressant parce que ça reste de la drogue, ça reste une substance qui peut être nocive pour certaines personnes, qui sont sujettes à psychose, etc. Ouais. Puis le dosage, on le sait pas. Tu achètes 1 gramme de pot, tu n'as aucune idée de la quantité de THC qu'il y a là-dedans. Puis ce qui est le fun avec la légalisation, c'est que justement, tu vas savoir ce que tu mets dans ton corps pour contrôler. Tu sais qu'il y a 10 mg, que tant, tu sais. Puis pour ça, c'est intéressant. Puis justement, moi, j'aime ça savoir la quantité que je me mets dans le corps. Ben, j'ai pas envie de me défoncer. Puis c'est ça. C'est de rendre ça plus sain, rendre la consommation plus saine, c'est ça. Oui, puis en démystifiant aussi, puis en enlevant le préjugé connoté négativement, en fait, là, de rendre ça plus juste accepté. Comme ça, les gens vont moins se sentir réprimés d'en faire ou de consommer du cannabis, justement. Oui, il faut quand même qu'il y ait un aspect préventif. Exact, c'est ça. Important parce que ça va...
ça va partir en couille. Ça va partir en couille, pas comme l'alcool. Ouais. L'alcool, la prévention, c'est déficient aussi. Beaucoup plus glorifié que c'est ça. Puis il y en a un peu pendant certaines périodes clés de l'année où il y a plus de consommation, mais sinon, ça reste quand même assez limité. L'alcool, c'est une drogue forte, on l'oublie. Là. Un verre de whisky, là, c'est fort. Puis beaucoup plus de décès qui sont à cause de l'alcool qu'à cause de n'importe quelle autre drogue. Oui, mais j'ai vu un meme aujourd'hui qui est passé qui disait des stats, 38 000 personnes à chaque année meurent à cause de la consommation de marijuana, tant d'accidents d'auto. À la fin, lol joke, ça, c'est toutes des stats sur l'alcool. Ouais, exact. Puis, justement, ça reste quelque chose de... Même, par exemple, moi, je regardais la série Boardwalk Empire, qui est pendant la prohibition aux États-Unis, tu sais, puis tu regardes ça, puis tu trouves ça un peu absurde que l'alcool soit prohibé parce qu'on est tellement habitué que ce soit légal, mais, tu sais, c'est pas plus absurde que la marijuana, que le cannabis. En tout cas. On parlait justement tantôt du podcast de Elon Musk, justement, à Joe Rogan, puis le monde fait tout un peu avec le fait qu'il se fume un petit joint, puis il prend une puff qui n'inhale même pas là, à la fin, carrément. Ouais. Mais tous les podcasts, ils boivent du whisky, tu sais. Ouais, c'est ça. Il y a personne qui a juste pointé ça, qui a mentionné ça, tu sais. Exact. Puis c'est aussi légal, en quelque sorte, c'est aussi légal que l'alcool. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr qu'il faut qu'il y ait de la prévention aussi parce que d'un autre côté, moi j'ai des amis infirmières qui disent que du monde en psychose, il y en a à chaque soir qui se ramassent dans les hôpitaux à cause du cannabis. Il faut que les gens soient au courant aussi. Mais en ce moment, dans les médias, c'est plus une campagne de peur qu'une campagne de prévention. Ça, c'était prévisible. Là, on dirait que ça va être l'apocalypse. Là. C'est comme ça va être une invasion de zombies. Là. Puis, c'est dommage, ça aussi. C'est dommage. En fait, moi, il faut qu'il y ait un aspect éducatif. Il faut que les gens soient éduqués sur le sujet puis qu'ils s'informent avant de consommer. Puis moi, c'est ce que j'ai fait avant de consommer, avant de commencer à avoir des produits chez moi. En sécurité, loin des enfants. Également, ça, c'est super important. Disclaimer pour tout le monde qui nous écoute. Disclaimer, si t'achètes un bag de jujube, crisse ça loin de tes enfants, parce qu'il y a aussi des cas recensés d'enfants qui se ramassent à l'urgence parce qu'ils ont trouvé les jujubes de leurs parents. Ça a de l'air bon, c'est des jujubes. Des edibles, en plus, tu passes à travers. Là. Ben oui, c'est ça. C'est parce que travers le sac. Là. La digestion, tu peux pas l'arrêter. Là. Non, c'est ça, exactement. Puis ça, l'affaire, c'est que le THC passe différemment dans le système quand c'est digéré que quand c'est inhalé, puis c'est beaucoup plus fort, puis en tout cas, puis ça peut être très dangereux. Ça dure longtemps, en plus. Ça dure longtemps. Fait que, sur tous ces aspects-là, il faut qu'il y ait une éducation qui se fasse, puis moi, je prends beaucoup ça, puis c'est pour ça que je veux pas non plus, parce que moi, j'ai un following jeune, vous en parliez, là. J'ai un following jeune, puis je trouve ça quand même important de pas faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Je vais pas faire des selfies de moi qui pop un jujube ou qui, tu sais, j'ai pas le goût de glorifier ça. Moi, je le fais, puis c'est personnel, puis là, j'en parle, mais tu sais, je vais pas en parler tant que ça, tu sais. Ouais, t'en parles avec nuance, puis sans... Ouais, mais c'est ça, de façon responsable. Exact. C'est ça qu'il faut, parce qu'il faut quand même en parler. Il faut avoir des conversations là-dessus, puis j'ai pas le goût de le cacher, je consomme, puis de façon responsable. C'est ça. Quand j'ai écouté, justement, 5 à 7, deuxième single de ton album, tu traites justement de ça, du fait que tu arrêtes de boire puis que tous les côtés négatifs de ta consommation par le passé. Sauf que tu le fais avec un rythme upbeat. Tu sais, la tune, c'est une tune pop. C'est une tune qui joue à la radio, justement. C'est quoi? C'est ça qui est rentré. Puis c'est drôle parce que je trouve ça ironique. Ben exact, c'est numéro 1 francophone, c'est quoi? Puis tout ça, c'est une chanson qui parle basically de l'alcoolisme et de problèmes de consommation. C'est ça, c'est cool. Puis ça me faisait penser à... je pense que c'était... Oui, c'est la tune Thrift Shop de Macklemore quand c'est sorti. Tu sais, ce qui est finalement un sujet quand même assez pas dark dans ce cas-là, mais assez sérieux, avec une tune upbeat. Puis ça permet que j'ai l'impression, ce que ça fait, c'est que le message passe beaucoup plus largement. C'est vrai. J'ai l'impression, tu sais. Oui, mais il y a beaucoup d'artistes qui ont fait ça quand même. Tu sais, je pense à pas mal tout ce que Eminem a fait pratiquement. Oui, effectivement. De le faire un peu avec humour, un peu avec de dérision, puis d'exagération également, parce que ça reste, mon album est très exagéré, c'est très théâtral, tu sais, c'est souvent ça dans le rap puis dans la musique en général, tu sais. De prendre quelque chose que tu vis, de prendre une situation ou une émotion, puis de venir l'extrapoler, puis l'exagérer, puis en faire une œuvre, tu sais. Puis c'est un peu ça la chanson, c'est-à-dire que j'ai voulu, tu sais, le faire avec un peu d'humour, tu sais. Ça reste quand même assez léger dans le ton, même si quand tu
prend le temps d'écouter ce que je dis, c'est pas très léger, tu sais, de fuir sa maison. Puis hangover avec ta fille à l'école. C'est ça, exactement, arriver hangover. Puis ça m'est jamais arrivé une fois, non, d'apporter hangover. Ça aussi, c'était de l'exagération. Ouais. Puis c'est ça, c'est de trouver le ton pour parler d'un sujet, des fois, c'est intéressant. Des fois, c'est le fun de le faire à premier degré. Des fois, c'est le fun aussi de le faire de façon un peu plus légère. Tu sais, je me suis dit, je vais parler de l'alcoolisme, mais je vais le faire en faisant de façon un petit peu humoristique. Avec le clip qui accompagne la chanson, qui est vraiment... Ça aurait pas pu... Je pense que quand j'ai écouté la chanson, parce que tu nous avais envoyé... On avait eu ton album en pré-écoute. Fait que moi, j'avais écouté la chanson avant que le clip sorte. Puis quand le clip est sorti, c'était exactement comme j'aurais imaginé le clip. Ben, des fois, les réals, ils font ça, aussi, ils écoutent la chanson, puis là, il y a des images qui viennent, puis ils veulent les rendre concrètement. C'est les gamins qui réalisent, hein? Oui, ben c'est Vincent. OK. Vincent Ruel-Côté, qui est un des deux gamins. C'est ça. Qui a réalisé, ben, il y avait son partner qui était là aussi, sauf que ça fait 2 clips que je fais avec lui, puis je vais probablement tous les faire. Ils sont vraiment bons. Pour vrai, tous les clips qu'ils réalisent, ces gars-là, je capote. C'est vraiment super bon. C'est pour ça justement que on a vraiment s'y reviré encore une fois en 180 degrés après le premier vidéoclip qui était super dark, qui était un cauchemar qui se répète. Ouais. C'est eux qui ont fait Éléphant aussi. Ouais, exactement. C'est lui qui a fait Éléphant. Puis c'est super différent. On est allé complètement ailleurs. Puis ça reste... c'est ça. C'est un très bon réalisateur. Puis c'est vraiment le fun de travailler avec lui. OK. On s'amuse beaucoup sur les plateaux. Puis ça reste quelque chose aussi qui est important pour moi. Je peux pas me faire suer à quelqu'un que je connais pas, qui est plat de travailler avec. J'ai le goût de m'amuser en travaillant. Puis même Éléphant qui était super dark, mais on a tellement ri à tourner ça. Là. Ah ouais? Ben oui, man, c'est drôle, là. La scène où j'ai les mains pleines de sang, puis j'ai la cicatrice, man, on était crampés après les takes, on les checkait, puis on était full excités. Fait que c'est ça qui est le fun, tu sais. Même de faire quelque chose qui est visuellement dark, on rit à le faire, tu sais. Ouais. Ça reste quelque chose de... Justement, tu sais, des fois, j'ai des messages, ça va-tu, tu sais? T'as pas l'air de bien aller. Non, c'est juste du théâtre, là, tu sais. Ça va super bien, là, tu sais. C'est ça. Ouais. Puis de faire l'album, j'imagine aussi, ça a fait sortir le méchant. Là. J'imagine que ça a dû être une thérapie pour toi. Là. Exactement, c'est ça. C'est, oui puis non. T'sais, pour moi, une thérapie, c'est aller voir ma psy. C'est une thérapie, c'est une vraie thérapie. Pour moi, c'est ça, une thérapie, tu sais. Ouais. Mais ça reste, des fois, il y a des moments ou des chansons qui viennent un peu te forcer à réfléchir sur quelque chose qui t'est arrivé. Puis aller en parler après, possiblement, guérir des affaires aussi, tu sais. Comme la chanson Alerte Amber sur mon album, qui est une chanson où je parle que je fous le camp anonymement dans un autre pays, mais ça reste du théâtre. J'ai jamais eu une fois l'intention de faire ça dans ma vie. C'est mon père. C'est un peu ça que j'ai... Ouais. Mon père qui est parti avant que je naisse puis qui a refait sa vie au Brésil, qui était comme un peu... dans une secte religieuse. Dans une secte religieuse, exactement. Qui s'appelle The Family. Vous allez pouvoir le googler. Il y a même je me souviens pas c'est quoi le titre du documentaire, mais il y a un documentaire sur Netflix. Sur ça? Il y a un documentaire sur sa secte. Sur The Family, exactement. Qui ont des divisions partout dans le monde, là, mais ça reste les mêmes valeurs. C'est des valeurs chrétiennes, mais des valeurs qui sont twisted. C'est une branche chrétienne fondamentaliste extrême, genre. Là. Exactement. C'est extrême. C'est extrême parce que c'est très communautaire. C'est souvent des gens qui habitent à la même place, sauf que tout le monde couche avec tout le monde. Oh, ouais. Ils font du phishing, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser des femmes pour aller faire du recrutement. Ils vont les envoyer, puis ils vont coucher avec des gars pour les ramener, par exemple. Fait que c'est un peu de la prostitution. Ouais. Dès que les filles ont l'âge de procréer, ils se marient, ils font des enfants. Fait que c'est jeune, très jeune. L'âge de procréer, ça arrive vite là, dans une très vie. Vite, c'est exactement. Ouais. Dépendant, c'est entre 12 et 17 ans. Là, Fait que c'est assez intense, dégueulasse même. Puis lui, certains diraient dégueulasse. Mais oui. Moi, je te dirais dégueulasse. C'est ça. Puis lui, il était là-dedans justement super jeune. Est-ce que ta mère était là-dedans à un certain moment? Ou... Oui, elle était dedans parce que ce qui est arrivé, c'est que ma mère... je vais vous raconter l'histoire concrètement, qu'est-ce qui s'est passé. Ma mère et mon père étaient amoureux au secondaire. Ils se sont connus à 12-13 ans. Là, on est ici, on est au Québec? Ou... Oui, à Montréal-Nord. Montréal-Nord. Puis ils sont connus à l'école secondaire. Puis c'était un high school sweetheart. Là, c'était son high school sweetheart. Ma mère, c'était comme sa blonde. Ils ont été toute la secondaire ensemble. Ouais. Puis les deux viennent de familles un peu défavorisées. Ma mère s'est pratiquement élevée toute seule. Toute sa vie, elle a des parents qui n'ont pas été très présents. Okay. Fait qu'ils les deux se sont un peu trouvés dans la religion. Ils voulaient devenir missionnaires. C'est ça qu'ils voulaient faire. Puis à un moment donné, ils étaient à la place Henri Bourassa à Montréal-Nord, puis ils sont tombés sur un groupe
religieux qui chantaient la bonne nouvelle avec une guitare, puis c'était The Family, c'est des membres de The Family qui recrutaient. Puis eux autres, ils cherchaient ça, c'était un peu en mode ouais, déjà. C'était comme, on veut faire partie de ça. Puis ils se sont joints à eux, ils ont commencé à hang out avec ces personnes-là, puis ça s'était avéré être The Family. Donc, ils ont vraiment des bons moyens. Si vous regardez le documentaire, il faut que je trouve le titre. Je m'en souviens pas, mais c'est vraiment, si vous googlez, The Family, vous allez trouver c'est quoi. Ils ont des bons moyens pour brainwasher le monde quand même, puis les enfiroiper là-dedans, particulièrement des gens qui sont un peu en recherche d'eux-mêmes, adolescents. C'est ça. C'est super facile, exactement. Puis dans tout ce qui se passait, ma mère est tombée enceinte de moi, tu sais. Puis c'est un peu ça qui l'a empêché, c'est un peu ça qui a mis un frein, de tomber complètement, exactement, parce qu'elle pensait à mon bien-être, tu sais. Puis mais mon père, lui, est allé de plein fouet là-dedans. Puis à un moment donné, son parti s'établir au Brésil, il s'en allait au Brésil, puis ce qui est arrivé, c'est que mon père il a donné le choix à ma mère, tu viens avec moi ou tu restes ici, tu sais, moi j'y vais, c'est sûr que je vais. Fait que ma mère elle a décidé de rester ici avec moi puis de pas y aller, parce qu'elle a la meilleure décision selon moi qu'elle a prise. T'imagines ta vie, t'imagines ça aurait tout changé. Ça aurait complètement tout. T'aurais été élevé là-dedans au Brésil, ça aurait été... Moi, j'essaie de voir ça positivement. C'est-à-dire il y a du bien qui est ressorti de tout ça. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais vraiment eu envie de le rencontrer, mon père, mais il y a eu 8 enfants là-bas. J'ai 8 demi-frères et sœurs. Avec plusieurs femmes différentes, j'imagine. Non, 7 avec une femme, puis une sœur qu'ils n'ont jamais rencontrée. Je pense qu'il était bien occupé. Puis, il y a moi ici, puis en tout cas, sans rentrer dans le détail, quand il est arrivé là-bas, ça n'a pas vraiment pris de temps qu'il s'est marié avec une femme et qu'il a eu des enfants. Il m'a pas abandonné parce que ça ne tentait pas d'avoir d'enfants. Ça reste quelqu'un de ce que mes sœurs m'ont dit, parce que j'ai rencontré 2 de mes sœurs. Exactement, ouais. Parce que moi, c'est comme je dis, j'ai jamais vraiment voulu rencontrer, mais en sachant que j'avais des frères et sœurs... Tu as voulu les rencontrer, eux? J'ai voulu les rencontrer. C'est ça, je suis ouais, OK, wow, je veux savoir c'est qui, tu sais. Puis quand est venu Facebook, j'ai jamais osé leur écrire ou quelque chose, tu sais, encore là, ça reste mon... Je trouve ça awkward un peu, tu sais. Par où tu commences, tu sais? Hey, je vais rencontrer mes frères et sœurs, ben, je vais leur écrire, en tout cas. Avec l'avenue de Facebook, ça, c'est un gros avantage de Facebook et d'Internet aussi. Ça a fait qu'ils ont des comptes Facebook aussi, là. Tu les as trouvés. Fait que je savais leur nom. Ouais, c'est parce que ma mère a toujours été en contact avec la mère de mon père. OK. Puis pour moi, c'était comme une... Je pensais que c'était comme une tante quand j'étais petit, parce qu'elle me disait pas c'était qui. Ta grand-mère. Plus tard, j'ai su c'était qui. À 8 ans, elle m'a expliqué l'histoire, tu sais. Puis j'ai su que c'était ma grand-mère. Puis j'allais chez eux, puis là, je voyais des photos, il y avait d'autres enfants, puis là, elle m'a expliqué qu'eux existaient, tu sais. Fait que lui, il n'a pas coupé tous les ponts avec l'extérieur quand même. Il continuait de parler à sa mère. Puis... Oui, il visitait sa mère chaque année. D'ailleurs, quand j'avais 18 ans, à un moment donné, il a tendu une perche pour que j'allais voir, puis j'ai pas voulu. Puis, bref, c'est ça. Moi, je connaissais leur nom, fait que là, je les ai cherchés sur Facebook, j'ai stalké leur profil à mes frères et sœurs. Puis, j'ai jamais osé leur écrire. À un moment donné, il y a une de mes sœurs qui a commenté sur ma page Facebook, sur ma fanpage, Corias. Elle a tagué quelqu'un qu'elle connaissait à Trois-Rivières pour lui dire « Va voir mon show ». Elle parle juste anglais et portugais. Elle dit « Go see my brother, he's awesome ». Puis là, c'était vrai. C'est évidemment une façon de me... C'est un double tap. Là. Ah oui. Elle non plus osait pas, exactement, c'est ça. Un double tap. Bien dit. Elle voulait rentrer dans tes DM. Elle a slidé dans mes DM. En fait, c'est moi qui ai slidé à cause de son commentaire. Puis j'étais comme, oh, les shit, je suis qui, tu sais. Ouais. Puis de là, une longue conversation avec une de mes sœurs, tu sais. À se raconter nos vies, puis d'où on vient, puis qu'est-ce qu'elle a vécu, puis moi. Puis en me disant, notre père a jamais caché ton existence du tout. Tu sais, quand j'étais petite, il y avait une photo de toi sur le frigidaire, il nous expliquait t'étais qui, ta musique a joué chez nous. Ah ouais. Donc, toi, moi, qu'est-ce que ça te fait quand t'entends ça? Ben, man, j'étais aux anges. J'ai pleuré à chaudes larmes quand j'ai... Parce que tu pensais qu'il t'avait totalement abandonné, mais t'étais dans sa tête pareil. Mais tu vois, c'est pas ça. En fait, c'est que mes frères et sœurs sachent que j'existe. C'est vraiment ça. Comme, man, ils savent-tu je suis qui? C'est ça que je trouve awkward de leur écrire, puis je voulais pas leur apprendre l'existence d'un frère caché, tu sais. J'avais pas envie de causer ce drame-là, tu sais. Parce que malgré tout, je suis pas quelqu'un qui est revanchard du tout dans la vie. J'ai pas envie de fâcher mon père, tu sais. J'étais comme... Je veux savoir s'il leur a dit que j'existais avant. J'ai pas le goût de crisser la merde dans la famille, tu sais. Puis effectivement, ils savaient j'étais qui, tu sais. Puis eux autres aussi ont tout le temps voulu me voir puis me rencontrer. Tout ça. Puis là, j'ai su... En jasant avec elle. Tu suivre aussi, tu sais, étant que tu avais une vie publique. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que là, elle savait j'étais qui
Donc, elle me suivait publiquement, tu sais. Puis, dans la conversation, tu sais, où t'habites, qu'est-ce que tu fais, tout ça, tu sais, j'ai 2 de mes sœurs qui habitent à Vancouver, un frère et une sœur qui habitent à Toronto. Donc, ils sont déjà au Canada. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme, venez-vous-en, tu sais. Puis là, on parle de... C'est en 2015 que j'ai commencé à parler. Okay, c'est récemment. Ah ouais. Puis l'année d'après, en 2016, j'ai dit à mes sœurs, fuck off, je vous paye le billet d'avion, venez-vous-en chez nous. T'sais. Puis ils sont venus passer 4 jours chez nous, 2 de mes sœurs. J'appréhendais ça, genre, ça va être awkward, on se connaît pas, comment, tu sais. Puis, man, dans la demi-heure qu'ils sont rentrés chez nous, on était dans le divan collé, mes enfants sur elle, puis... Oh ouais. Oh ouais, ça, il y avait un incroyable lien, comment le même... lien était là. C'est comme plus fort que... C'est comme fort le lien de sang, biologique. c'est quelque chose d'inexplicable, en fait. Puis même beaucoup de points communs dans le caractère, dans des expressions faciales, tu sais, ça reste quand même, on a un lien génétique qui est là, puis qui est indéniable, tu sais. Fait que... puis ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont passé 4 jours puis qu'on était incapables de se séparer. À la fin, on pleurait. Je voulais pas qu'elle s'en aille, tu sais. Puis on s'est pas revus depuis. On se parle fréquemment, tu sais. On se tient au courant. Il y en a 2 qui a 2 enfants aussi, 2 filles comme moi. Fait que, tu sais, on s'envoie des photos. Mais tu sais, là, on s'est dit récemment, ce serait temps qu'on se revoie, là, tu sais. Fait que, ouais, c'est toute une histoire. Mais comme je dis, la chanson Alerte Amber, pour revenir c'est ça que j'ai fait, comme si je me suis mis dans la peau de mon père. Si je crissais mon camp, qu'est-ce que je ferais, tu sais. Okay. Puis à la fin, je reviens chez nous, tu sais. Puis parce que je serais incapable de faire ça. Puis ça reste, comme je te dis, c'est du théâtre. Tu sais, j'ai voulu me mettre un peu dans les souliers de quelqu'un qui décide, qui est pas bien dans sa vie, puis qui décide de s'en aller, puis de refaire sa vie ailleurs, tu sais. Puis même si c'est pas concrètement ça qu'a fait mon père, ça reste quand même beaucoup plus lui, la chanson, que moi, tu sais. Ouais. Puis quand je dis qu'il y a du positif qui est ressorti de ça, c'est l'existence de ces femmes-là qui sont formidables. J'ai encore plein de gens rencontrés parce qu'il y a plein de frères et sœurs que j'ai pas encore vus. J'ai parlé sur Internet, mais c'est quand même spécial. Si c'était pas arrivé, ces personnes n'existeraient pas, puis moi, je serais pas où je suis dans ma vie en ce moment. Puis c'est ça. Fait que j'essaie d'avoir de la gratitude au lieu de la rancune, d'avoir des ressentiments envers mon père. Comme c'est arrivé parce que ça devait arriver, même si je crois pas que rien arrive pour rien. Je trouve que c'est un petit peu absurde. Là. Mais c'est qu'il était tellement jeune à l'époque aussi, tu sais, à un moment donné... Il y a aussi ça, j'ai essayé d'être conciliant envers ça aussi. Ouais, tu remets ça en contexte que c'est des ados, dans le fond. C'est un ado, tu sais. Complètement. C'est que c'est un ado. Lui, avait ma mère 17, lui 19. Moi, je me vois à 19 ans. Je dis, à cet âge-là, particulièrement un peu perdu dans la vie, tout ça, j'ai essayé d'être un peu plus clément à son égard, d'être un peu moins, d'avoir moins de haine envers lui, puis j'en ai plus vraiment, tu sais, je suis un peu plus compréhensif. Et, au final, c'est moi qui ai le mieux là-dedans, parce que j'essaie de bien vivre avec ça, puis je vis mieux avec ça, justement, depuis que j'ai jeté mes armes un peu. Puis est-ce que lui est encore là-dedans, de famille, la secte? Ça fait quelques années, je pense qu'il est plus dedans. Puis ses enfants sont pas là-dedans non plus? Non plus. La plupart des enfants sont partis du Brésil. Je pense qu'il en reste 2 qui sont encore dans l'adolescence. Il y a 2 kids... il y en a eu 7 de la même famille, de la même mère. Puis 7 sur, mettons, de 30 à... Ils ont 30 à 14 ans, quelque chose comme ça. OK. Fait qu'il y en a qui sont encore Lui, il habite encore là-bas? Oui, il est encore au Brésil. Puis là, tu l'as jamais rencontré? Jamais, non. Puis est-ce que tu commences à être ouvert peut-être un jour à le rencontrer ou tu veux rien savoir? Je pense pas. Ça se peut que j'ai une occasion. Si, mettons, t'es en même temps à Montréal, à un moment donné... Ça se peut. Puis là, sa mère est décédée, fait que il vient pratiquement jamais ici. Il revenait pour venir voir sa mère. Fait que je pense pas que ça arrive, tu sais. Sauf que si l'occasion se présente et qu'on est à la même place en même temps, je dirais pas non. Sauf que je vais pas forcer ça. Je réellement. Tu sens pas l'appel. C'est pas quelque chose d'orgueilleux, tu sais. Je ressens pas l'envie. Je ressentais vraiment l'envie de rencontrer des frères et sœurs. Puis je l'ai fait, puis c'était incroyable comme expérience. Fait que ça, c'est comme un peu un dossier que j'ai réglé. Ça aussi, j'en ai beaucoup parlé dans des chansons avant. C'était pas réglé, tu sais. Ça avait besoin de sortir, tu sais. Mais tu dis quand même, j'ai rêvé que j'étais mon père, je me suis réveillé en érection sur ton album. Ouais. Ce qui est un bon one-line. Ce qui est un excellent punchline. C'était plus... ça aussi, c'est théâtral, tu sais. C'est un peu... ça fait partie un peu de la noirceur de la chanson puis de l'album, tu sais. Puis ça reste du théâtre, parce que j'en veux plus, tu sais. Puis peu importe à quoi je rêve, je me réveille tout en érection. Tout le monde. Tous les gars. Non, c'est juste la ligne. C'est un peu... Peu importe à quoi je rêve.
C'est un peu pour les old schoolers, pas si old schoolers que ça, mais c'est un peu un clin d'œil à une line d'Eminem dans My Name Is, où il dit By the way, if you see my dad, tell him that I slit his throat in his dream I had. En riant, là, tu dis que j'ai tranché la gorge dans le rêve que j'ai eu. C'est un peu un clin d'œil à ça, tu sais. Oui. Moi, dernièrement, ça me fait penser que quand tu parles à Eminem, tu sais, dernièrement, il y a eu le feud avec Machine Gun Kelly. Là. Ouais. Puis moi, je suis comme. C'était divertissant quand même. Ouais, vraiment, j'ai comme. Ben, premièrement, la tune de Machine Gun Kelly, je l'ai trouvée bonne. Ouais, genre, moi aussi, j'ai trouvé ça dope. Technique, ben, tu sais, en fait, les lyrics, je préférais la réponse d'Eminem, sauf que, genre, la tune est bonne de Machine Gun Kelly. Sauf que ce que ça a fait, ça, c'est qu'après ça, je suis retombé un petit peu dans le vrai Slim Shady, tu sais, old school Slim Shady. Puis. Important, parce que quand j'ai écouté ça, j'étais jeune, puis tu sais, t'écoutes, puis là, c'est My Name Is What, puis là, tu fais juste chanter le refrain, tu sais, mais quand tu portes attention à tout ce qu'il dit, Eminem, il est savage depuis le jour 1, là. Eminem à son prime était great à un point hallucinant. À mon avis, là, c'est un des meilleurs ever. Là. Moi, j'ai appris à rapper en écoutant ses freestyles à la radio. Moi, quand je commençais à rapper, mettons, quand je commençais vraiment à découvrir le rap puis à peaufiner mon écriture tout ça, 15, 16, 17 ans, tu sais, puis c'était les années où il y avait les premières plateformes de download comme LimeWire, puis etc. Le bon vieux. Ouais, j'étais sur LimeWire, puis je downloadais de la porn, genre. Des photos de porn parce que des vidéos, c'était trop long. C'était long, puis là, fallait pas que ta mère arrive. Non. Fait que là, fallait que tu prennes la sur l'ordi connexion. familial. La connexion Internet. Qui prend la ligne quand quelqu'un t'appelait, ah, là, c'est ça. J'essaie de downloader une vidéo. Manibel, j'ai besoin de téléphone, là, t'as peur, là, ma photo est presque finie. Une photo. C'est ça, t'es rendu au sein. Là. La page se refresh. Donc, bref, c'était ça où il y avait beaucoup des freestyles qui faisaient à la radio qui étaient comme des verses inédits, tu sais. Puis moi, j'écoutais ça, puis c'était hallucinant comment c'était dope, tu sais. C'était des gros verses, puis c'était un peu comme ça que j'ai appris à rapper, tu sais. Sa technique d'écriture, c'est capoté, ça a toujours été dope, tu sais. Puis... sa rythmique, son flow est incroyable. Ouais, c'est ça, mais ça s'est perdu un peu. T'sais, il reste super technique, il fait des rimes de 12 syllabes qui sont super. Tu vois, moi j'ai ça un peu là, obsessif-compulsif sur la technique d'écriture, c'est comment tout est multi. Là. Mais je trouve qu'il y a un flavor qui manque maintenant, qui est inintéressant un peu sur ces albums, ce que je trouve dommage. Parce que ce qui arrive souvent, moi, ce que j'aime beaucoup de certains artistes, c'est comment ils sont capables de durer dans le temps, comme Jay-Z, par exemple, qui évolue en tant que personne et en tant qu'artiste, puis son œuvre suit son évolution. Ça reste bon, qu'est-ce qu'il fait comme musique, mais Eminem, je trouve qu'il est un peu... C'est ça, il essaie de rattraper un peu qu'est-ce qu'il a fait avant, puis ça marche pas tout le temps, tu sais. En tout cas. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de Kanye West? Ça, je trouve ça plate parce que là, les gens, ils share le poème de Leonard Cohen. Puis je trouve ça. Faites pas ça à l'œuvre de Cohen, man. C'est wack son poème, là. Tu sais, de bâcher des gens qui connaissent pas vraiment ce que tu fais. Je suis comme, man, il est fucking brillant. Ouais, il a fait ça pour rire sur le coin d'une table une fois, c'est sûr. Là. Oh, oui, clairement, c'est ça. Il voulait pas le sortir, probablement. Mais les gens aiment ça, se mettre à haïr quelqu'un. Je trouve ça plate, tu sais. Moi, j'ai regardé le 15 minutes avec Donald Trump, puis je trouvais ça triste, man. J'étais comme, c'est ce qui va pas bien, man. Puis j'ai le goût de me bercer, là. Qu'est-ce que tu fais avec une œuvre quand l'artiste... admettons que tu n'aimes pas l'artiste, comment tu gères son œuvre? Quand t'aimes pas la personne, mais t'aimes l'œuvre. Ouais, c'est ça. Ah, mais ça, c'est... Parce que ça reste quand même assez personnel, mais moi, je suis pas capable de consommer l'œuvre de quelqu'un que je trouve vraiment aberrant. Ah ouais? J'ai bien de la misère avec ça. Fait que Kanye, est-ce que c'est terminé pour toi? Ben, je le trouve pas aberrant. Je trouve ça dommage, ces positions qu'il prend, puis je le trouve vraiment fucking superficiel sur bien des affaires, mais tu sais, son dernier album, son 7 track qui est sorti, je l'ai trouvé débile. Je trouvais ça super bon. Puis, tu sais, il y a des... Par exemple, là, l'honnêteté, des fois, derrière certaines chansons. Sa première chanson sur son album s'appelle I Thought About Killing You Today, tu sais. Puis ce feeling-là, tout le monde l'a déjà eu à un degré ou à un autre, mais pas beaucoup de gens qui arrivent à le dire. Puis j'aime beaucoup ça aussi chez certains humoristes, chez certains stand-up, d'être capable de dig dans le lait intérieur, puis de le sortir, puis d'en faire quelque chose, de le dire, tu sais. Puis comme... I love myself way more than I love you. Puis il dit des affaires comme ça, honnêtes. T'sais, moi, j'admire ça. Il n'y a pas juste du lait de Kanye. Je trouve qu'il y a une honnêteté qui est quand même là, que moi, j'admire. T'sais.
Puis ça reste quand même toujours bon musicalement, Mais selon oui. mes goûts. Fait que, puis tout ce qu'il a produit aussi, parce qu'il a produit un set album pour un set track de Nas. Puis il a fait un album avec Kid Cudi qui est très bon. Qui est débile aussi. C'est fou. Puis l'autre d'avant, il a comme fait avec un triptyque. Là. Pusha T aussi. Ouais, celui avec Pusha T est bon aussi. Très exact, bon, c'est ça. Fait que ça reste... c'est ça. Ça reste bon ce qu'il fait, selon moi. Moi, je trouve qu'au niveau de la production, pour moi, c'est le top. Là. Puis quand j'écoute ta musique, j'entends du Kanye, je trouve, dans les beats. Est-ce que c'est une influence? Ben, c'est sûrement une influence, mais est-ce que c'est une influence, disons... est-ce que tu le fais consciemment ou... Je pense que tous les artistes écoutent de la musique et consomment de la musique et sont inévitablement influencés par ce qu'ils écoutent. La somme de ce que tu écoutes. Mais tu dirais-tu que c'est dans... Parce que, tu sais, mettons... C'est pas forcé, c'est pas volontaire. Non. OK. Parce que, tu sais, mettons des beats, je sais pas, à la Drake, on entend souvent ce son-là maintenant, ce temps-ci, mais tu sais, toi, tu sembles pas vraiment aller dans cette voie-là. T'es plus... Pas old school, mais plus... Je pense que je préfère Drake. OK. Je veux dire, dans ce que j'écoute plus de... Récemment, mettons, j'écoute plus de Drake que de Kanye. Puis les albums ont beaucoup plus plu, ceux de Drake que Kanye dans les dernières années aussi. Moi, je trouve que Kanye il est capable du meilleur et du pire. Là. Ouais. Sur The Life of Pablo, je trouve que des tracks, la première Ultralight Beam, là, je trouve que c'est un chef-d'œuvre absolu. Ouais, c'est fou. Puis t'as d'autres tracks que c'est comme... c'est un peu inégal, ça va aussi. C'est très inégal. Ouais. C'est un bon exemple de, justement... C'est ça. Les tracks qui sont... C'est ça, c'est pas nécessaire, là, mais ça reste encore là, ça reste le choix de l'artiste. Ouais. Puis c'est je pense que c'est son feeling de comment il voulait rendre l'œuvre. Puis j'essaie quand même de l'écouter du début à la fin. Même les chansons que j'aime pas. Puis après ça, je skip ceux qui me plaisent moins. T'sais. Sauf que ça reste un gars qui fait des albums. Encore. Qui fait des albums. Qui fait des albums, tu sais. Des albums qui s'écoutent. Qui a probablement fait t'sais. mon album préféré de hip-hop, qui est My Beautiful Twisted Dark Fantasy. Cet album-là, d'un bout à l'autre, c'est incroyable. Moi, mon personal favorite de Kanye, c'est Graduation. Ouais. Puis je pense pas que c'est son meilleur, mais c'est mon personal favorite. C'est celui qui, quand il est sorti, j'ai vraiment pogné de quoi, puis je l'ai écouté là, sur repeat pendant longtemps. Même si je pense qu'objectivement, son best, c'est le premier. Là. Sauf que ça reste quand même, tu sais, très audacieux, puis il a inventé une sonorité quand il est arrivé avec ses beats, avec les samples high pitch, tout ça. Il est arrivé avec un son qui était super singulier, tu sais. Fait que j'ai trouvé ça plate, le poème de Cohen. J'ai l'impression que j'ai trouvé ça un peu... Rest in Peace, il est décédé en plus, mais c'était un peu Old Man Screams at Cloud, là. Yells at Cloud, là. Tu sais, le meme des Simpsons, là. Ouais. J'étais comme, tu sais pas vraiment de qui tu parles en disant... Jay-Z is not the Dylan of anything. Je suis comme, man, c'est un des artistes les plus brillants ever, là. De quoi tu parles, Jay-Z est clairement au même niveau que Dylan. Je trouve dans l'histoire de la musique, c'est tout important. Clairement. Ouais, c'est clair. Mais ça c'est souvent générationnel que tu penses que tu comprends mal la génération qui te suit. Ouais. Puis que tu penses que la tienne, c'est la... Ce que je trouve pas, c'est qu'il y a beaucoup de gens de la génération précédente qui comprennent complètement ce que c'est le rap. Ouais. Qui aiment ça, puis qui en écoutent, puis il y en a d'autres qui, je pense, qui comprennent pas ou qui prennent pas la peine d'écouter, puis qui cachent pas c'est quoi. Parce que je suis pas un imbécile, là. Moi, j'écoute du Leonard Cohen, puis j'écoute plein d'affaires, tu sais. J'écoute beaucoup de rap parce que c'est fucking brillant, man. Tu sais, ça ressemble à rien d'autre, la façon d'écrire du rap, tu sais. Puis moi, c'est ça qui m'a fasciné dès le début, tu sais. Dès jeune, j'ai cliqué, j'étais comme, man, c'est quoi ça? Déjà à l'âge où je comprenais la poésie de Daniel Bélanger, puis c'est ça, tu sais. Fait que je trouve ça poche qu'on réduise ça à un style musical ou un art qui est abruti, tu sais. Non, ça l'est pas du tout. Mais Kanye West, son image publique nuit à sa musique. Sa musique est beaucoup meilleure que lui, puis ses apparitions publiques, puis ses stunts qu'il fait, tu sais. En même temps, je sais pas si ça nuit. Ça lui donne de la visibilité, ça c'est sûr. Sauf qu'il y a combien de monde qui connaissent Kanye West, mais qui n'ont jamais écouté Graduation, là, tu sais. Ouais. Comment il y en a? Des nouveaux, particulièrement les gens plus jeunes qui vont pas nécessairement aller dans le passé, là. Ou qui n'ont pas écouté son dernier album non plus. Là, quand je découvre un artiste ou un producteur, whatever, je vais tout écouter. Je lis son Wikipédia au complet, puis j'écoute tout ce qu'il a fait. Puis c'est pas tout le monde qui a ça, comme, qui connaît tout. Mais j'ai l'impression qu'on se fait troller, par exemple. Je suis pas sûr que tous
est-ce qu'il... On se fait collectivement Non, mais troller. est-ce que tout ce qu'il dit, il pense vraiment? Est-ce qu'il supporte vraiment Trump? Ou tout ça, c'est juste un stunt pour faire parler de lui? Je pense pas. Je pense que il les a pas cachés. C'est pas un de santé mentale. Là. Ouais. Quand il parle, je pense pas que c'était pas joué, là, c'était pas acté quand il parle dans des délires. Il s'écoute parler beaucoup, puis il s'emporte sur des affaires qui ont ni queue ni tête. Tu sais. Il part sur des rants sur Twitter, genre 40 tweets. Exactement, son livre de philosophie. Là. Le truc qu'il dit, je me souviens pas, I don't want to be the best anymore, I want to be like water. Je comprends qu'il est rendu sur un autre niveau. Là, il était à une autre place. OK, il est rendu sur un niveau philosophique. Mais remise en question existentielle, tout ça. Mais tu sais, un peu cinglé, tu sais, par moment. C'était à Jimmy Fallon qui parlait des simulations, là. Tu sais, il a essayé d'embarquer dans la simulation. Tu sais, mettons, quand justement Elon Musk, à Joe Rogan, il parle de simulation, c'est long, puis tu sais, il en parle, tu sais, quand même posé, puis il t'explique c'est quoi qui se passe. Puis là, Kanye, là, on vit dans une simulation, quand il y a un enfant qui monte sa table, on lui dit de pas monter sa table. Pourquoi? C'est pas ça, mais... il te manque une coupe d'infos là, pour bien défendre ton idée. Là. C'est ça. Fait que non, c'est pas un show. Je pense qu'il... Ouais. Ça se peut, ouais. Je pense qu'il est juste honnête avec qui il est. Puis là, en ce moment, il est comme ça. Il est un peu... c'est ça. Je pense qu'il est un peu cinglé. Mais c'est comme les beefs dans les pubs. Moi, je me demande tout le temps si c'est pas planifié, tu sais. Parce que ça profite à tout le monde avoir un beef. Ouais, mais demande ça à Biggie puis Tupac. Ouais, non, mais ça, c'est un vrai beef, là. Ça dépend. Mais ouais, les c'est beefs, ça, aujourd'hui, je sais pas, entre justement Eminem puis Machine Gun Kelly, tu sais. Ouais, ça a fait parler des deux, ça bénéficie à tout le monde. Ouais, mais en même temps, tu sais, Eminem, as-tu besoin de ça? Tu sais, as-tu besoin... Ben, il essaie de rester relevant, j'ai l'impression. T'sais. Non, il n'y a pas besoin. Ben, Eminem n'a pas besoin de ça, je pense pas, parce que c'est un peu... tu sais, c'est un intouchable un peu, Eminem. Ouais, c'est-à-dire que on s'entend tout pour dire que c'est... son statut de légende. Un des meilleurs rappers, ce n'est pas le meilleur rapper ever, tu sais. Puis je pense qu'il est bien dans ce status-là. Peu importe comment ses albums vont être bons ou pas, ils vont vendre. Puis je pense que son album, son dernier Revival, l'avant-dernier en fait, et la preuve de ça, c'est parce que c'est un album qui est, selon moi, médiocre. Puis il a super bien vendu quand même, parce que c'est Eminem, tu sais. Ouais. Puis son album d'après, je pense qu'il s'est repris. Je pense qu'il a eu mal avec la critique, puis il a été orgueilleux, puis il a dit « Je suis capable de faire mieux que ça », puis il a sorti un album. Il a chié un album en quelques mois, genre. En tout cas. Puis, fait que je pense pas qu'il y a besoin d'un beef ça. comme moi, ça. C'est ça qui me fait dire que, tu sais, il aurait juste fait un handout à Machine Gun Kelly en disant, tu sais... En fait, je trouve ça un peu bébé de sa part, un gars de 46 ans. Genre, répondre, 46 ans? Ouais, il a 45, 46 ans, puis de se mettre à diss tout le monde sur son album, je trouve c'est un peu... Mais il a toujours fait ça, tu sais, c'est juste que... Oui, il a toujours fait ça, sauf que dans des périodes où ça marchait un peu plus, tu sais, quand il était anti-boys band puis pop star, tu sais, c'était intéressant, tu sais, quand il chiait sur NSYNC, c'était toujours drôle, tu sais, même si j'adore Justin Timberlake, puis tu sais, je trouverais ça nice quand il dit ça le monde, tu sais. Mais en ce moment, je trouve que ça fait encore old man. Okay, il traite encore le monde de faggot sur ses tracks en 2018. Là, il n'a pas changé son lexique, il s'est pas adapté ça, vraiment. Je trouve le fun de Jay-Z aussi, c'est qu'il s'est adapté complètement, il est rendu crissement plus woke qu'il était. J'écoute Big Pimpin' puis Give My Heart to a Woman, Never, puis là, maintenant, il fait un album avec Beyoncé, puis il glorifie les black women, puis c'est complètement autre chose, tu sais. Puis c'est tant mieux. Oh oui, c'est tout en son honneur. Je pense que ce qu'il dit va avec son âge puis avec où il est rendu dans ses valeurs. Puis c'est chill, tu sais. Mais Eminem, je pense... Tu sais quoi, man? Puis ça va être atroce ce que je vais dire. La différence avec Eminem, c'est que je pense qu'il est un petit peu moté. Je pense qu'il est un petit peu... c'est un gars qui vient des trailer parks, qui est pas très raffiné comme personne. Puis ça paraît dans ses opinions, dans sa façon de parler. Peut-être que ça paraît plus dans maintenant. Sa musique, c'est pas très raffiné non plus. Je pense qu'il a peu stagné musicalement. Je pense pas qu'il écoute bien des affaires variées. Il a pas exploré. Jay-Z, par exemple, est beaucoup plus musicalement ouvert. En tout cas, fait que je pense que c'est ça qui fait que c'est... Je pense qu'il va pas faire de meilleur album qu'il fait en ce moment, ever, parce que à cause de sa personne, tu sais. C'est pas un jugement, c'est juste un statement, tu sais, une constatation, tu sais. J'ai l'impression que
maintenant, la musique, la musicalité, il est pour beaucoup. Même dans le rap, qui est basé principalement sur les paroles, le beat puis la musique, il est pour beaucoup. Puis j'ai l'impression que quand, mettons, t'écoutes To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar, on dirait que tu peux pas retomber dans un beat comme old school comme Eminem fait. On dirait que c'est rendu ailleurs. Genre, OK, là, il y a une nouvelle barre, mais là, man, t'as pas vraiment le choix de faire de quoi qui est off the charts. Effectivement, quand t'écoutes un album de Kendrick, de retomber à quelque chose de plus basic puis ordinaire. Puis ouais, je suis d'accord. C'est vrai que quand tu mets la barre là, musicalement, c'est tough un peu. C'est dur de revenir. Puis Kendrick, c'est pas comme si genre il faisait juste de la musique puis pas de paroles. C'est chargé un album. Ça très arrive, lourd c'est surtout. comme, c'est ça. Faut que tu reviennes. Ça s'écoute pas juste une fois, un album de Kendrick. Là. Ça Mais, aussi, ça s'écoute front to back. C'est tout le temps des œuvres qui sont approchées, comme je disais. Comme moi, j'approche mes albums, je me compare pas du tout à Kendrick, mais c'est des œuvres qui s'écoutent pas à la pièce. Quand tu l'écoutes à la pièce, c'est hors contexte. Exact. Ça s'écoute mieux dans un album complet. On parlait de la tune I de Kendrick. Tu sais, Love Myself. Quand tu l'écoutes, quand il sorti en single, c'était comme moi. Moi aussi, je t'aignais. Puis là, tu l'écoutes dans l'album. OK, c'est dans normal. En plus, la version sur l'album, c'est une version live. Ouais. Qui est encore plus intéressant. Ouais. C'est ça. Ça, c'est un coup de génie de faire ça, être capable d'amener une tune qui est hors contexte, c'est juste hors contexte. Dans une société où est-ce qu'on carbure au single, de faire une tune qui est single, tu fais OK, ça fit pas trop, puis là, tu mets ça dans l'album, c'est comme fuck, ça fit. Ouais, vraiment. Cet album-là, incroyable. Ouais, moi aussi, c'est un gros. C'est une grosse claque d'en face quand j'ai écouté ça là, pour la première fois. J'étais comme holy shit. Je me demandais avec quoi il allait arriver. Après son premier album qui était incroyable. Good Kid, Mad City. Ah, OK. Mais avant, il a fait la mixtape. Section 80. Section 80, ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est son premier album, techniquement, c'est ça. Puis, c'est plus son deuxième, Good Kid, Mad City, mais son premier, c'est son breakthrough album commercial, mettons, tu sais. Puis, c'est ça. Je me demandais avec quoi il allait arriver. Il est allé ailleurs complètement ailleurs en mixant le jazz puis le hip-hop. Puis aller chercher les meilleurs musiciens jazz. C'est capoté, hein, le line-up de musiciens qui a travaillé sur cet album-là. Puis t'as-tu vu le cul de Quincy Jones sur Netflix? Non. Regarde ça, c'est débile. Il y a une courte conversation entre lui et Quincy Jones. Quincy Jones a déjà fait un album qui mélangeait, je me souviens pas c'est quoi le titre, mais il mélangeait le rap puis le jazz. Puis il y avait comme Big Daddy Kane puis des old schoolers là-dessus. On parle des 80s. Là. Puis il dit, ça c'est une grosse influence pour moi. T'étais comme le premier à mélanger du jazz puis du rap. Puis ça m'a fait un peu, parce que moi j'ai un peu de préjugés envers le jazz. Je trouve ça difficile à écouter. T'sais. J'aime le jazz, mais ce qui est un petit peu plus léger, parce que ce qui est super chargé, moi j'ai de la misère à écouter ça. Je suis pas rendu là musicalement. Il m'a fait un peu aimer le jazz puis donner le goût d'en écouter. T'as dû écouter Love Supreme de Coltrane un peu quand même. Si tu nommes ton album après cet album-là. Love Supreme, ouais, mais c'est ça. Mais ça, c'est un peu aussi, j'ai pas voulu m'approprier cette œuvre-là qui est un des plus, sinon le meilleur album de jazz ever. Un masterpiece de jazz. Un masterpiece. Puis tu sais, man, c'est un peu l'arrogance derrière le personnage sur mon album. Ça fait partie de ça un peu, de dire, je prends le titre du plus grand album de jazz puis je calais ça sur un album de rap keb, tu sais, qui même pas, ça arrive même pas à achever d'un album de jazz de cette qualité-là, tu sais. C'est un peu, je pense qu'il y a quelques puristes qui ont été insultés. C'est vrai? Je pense que oui. Je me souviens que j'ai gagné le Félix pour l'album Love Supreme à l'autre gala de la disque, puis qu'il y a un musicien anglophone que j'ai aucune idée c'est qui à ce jour qui est venu me voir. You do know Coltrane, right? Là, il était fucking insulté que ça s'appelle Love Supreme. Là, il a fallu que je le prenne du côté puis que j'y explique pourquoi je l'ai appelé comme ça. Il dit, all right, but... Puis il restait quand même mitigé, tu sais. J'étais comme, je comprends la réaction, mais tu sais, si tu me jases, tu sais, c'est pas comme si j'appelais mon album comme ça puis je savais pas c'était qui Coltrane puis juste je m'étais approprié le titre. C'est volontaire un peu, tu sais. Puis en tout cas. Moi, le jazz, c'est un milieu que je connais un peu parce que j'ai étudié en jazz à l'université, en musique. Puis c'est un milieu dans lequel je trempe un peu. Puis autant que t'as des mentalités super progressistes, super on va essayer d'expérimenter de nouvelles affaires, que t'as des gens vraiment puristes, conservateurs. Puis il faut respecter les icônes, les géants du jazz, faut pas toucher à ça. Puis... Je comprends. Fait que c'est ça. Mais tu sais, moi, il y a aussi le comédien Emmanuel Schwartz. Je sais pas si vous le connaissez. C'est ce genre de comédien que tu vois sa tronche puis tu sais exactement c'est qui.
Il est excellent d'ailleurs, mais j'ai déjà failli me battre avec. C'est une des raisons pourquoi j'ai arrêté de boire aussi. Mais le pire, c'est que je me suis jamais battu de ma vie. Je suis trop pas violent, mais à un moment donné, je vais raconter ça. Salut Emmanuel Schwartz, si tu regardes ça. Mais on a réglé le beef. C'est un ami de Maybe Watson à la Claire. Okay. Maybe Watson, qui est un de mes amis depuis 15 ans. À un moment donné, j'étais Ward Gang à Montréal, puis Emmanuel Schwartz est venu me voir un peu chaud pour me dire « Mon père, c'est un jazzman, puis tu t'as appelé ton album Love Supreme », puis il était comme un peu insulté, puis il s'est mis à me... Il avait comme écrit des bars pour me diss dans son bloc-notes, puis j'étais comme « Man, on veut-tu sortir dehors? Man, tu vois que tu fais ça dans ma face, tu viens me diss devant moi comme ça. » J'étais comme « Oh non, je veux pas dire. » Il avait écrit des lines, puis... Il avait écrit des lines pour me diss dans ma face, puis le lendemain, il m'a écrit un long courriel pour s'excuser, genre « Je suis pas violent, c'est pas ça que je voulais provoquer, tu sais. » Puis... ça, c'est un exemple de. Je pense qu'il a été insulté que j'appelle mon album Love Supreme. Puis je trouve ça correct, je comprends. Je peux trouver ça, je trouve ça legit. Puis je l'avais pas calculé. Je pensais pas qu'il y aurait des puristes qui auraient été insultés par ça. Puis. Salut Emmanuel. J'ai pas le goût de me battre. J'ai pas le goût de me battre. Fait que ouais, le beef est réglé. Mais ouais, c'est ça. Ça devait être quand même une faible minorité. Là. Oui, ben. Particulièrement parce que mon fanbase écoute pas. Ouais, c'est sûr. Ouais, peut-être. Pas Coltrane. Effectivement. Ouais. Est-ce que tu fais encore du freestyle? La question est, est-ce que tu as déjà fait du freestyle? As-tu déjà fait du freestyle? Pas vraiment. Non? J'ai un gros complexe par rapport à ça. Mais tu faisais des rap battles, mais c'est pas du freestyle, ça, nécessairement. Les battles de Word Up, c'est tout préécrit. OK. C'est su, là. C'est pas comme si on fait semblant. C'est préécrit. Mais toi, t'as pas commencé avec du freestyle? Oui, je n'ai fait un peu, mais pas assez longtemps pour pouvoir en faire. Par exemple, un exemple, Maybe Watson, qui est selon moi le meilleur freestyler. Je veux dire, je vais chiller chez eux pendant 1-2 heures, puis 1h30 là-dessus, il va freestyler. Ah ouais. Freestyle souvent, tout le temps, est bien, puis c'est tout le temps intéressant. Puis je pense que ce qui m'empêche de le faire, c'est que je suis trop self-conscious. J'ai trop peur de pas être bon. Mm-hmm. Puis je vais pas commencer à me pratiquer chez nous à freestyler. Tant que je vais le mettre ailleurs que mettre du temps à freestyler. Fait que là, je vois pas comment je peux recommencer à freestyler. Ouais, je comprends. J'ai pas tant d'intérêt à le faire non plus. Fait que c'est un art qui est tellement difficile. Ouais. C'est tellement complexe. Moi, c'est une des affaires qui m'impressionne le plus. Quand je vois quelqu'un qui est vraiment à sa coche. Justement, on parlait de Kendrick tantôt. Kendrick, quand il fait ça, là, moi, des fois, il est dans des shows. Là. Puis là, il y a un gars qui a des cartes. Ouais. Puis là, il donne des mots. Kendrick, il rappe. Puis là, il sort un mot. Puis là, faut qu'il dise le mot avant que la carte change. Mais ça continue. Là. Ouais. Ça me fait capoter. C'est incroyable. Il y en a beaucoup qui sont bons. Ça, c'est un peu comme faire de l'impro. C'est un peu le même art, mais ça reste de l'improvisation, rimé, rythmé, tout ça. Sauf que c'est la même chose, c'est-à-dire que s'il faut que tu le pratiques. Ouais. Les improvisateurs, ils ont des répètes, ils ont des pratiques, c'est quelque chose qui se fait sur des années. Tu n'arrives pas dans l'arène du jour au lendemain à freestyler ou à faire de l'impro. Il faut que tu te pratiques, il faut que tu saches ce que tu fais. Tu sais. Puis Eminem, c'en a un autre qui est un excellent freestyler. Puis on a beaucoup au Québec quand même. Puis il y a des ligues de ça. Tu sais. Ouais. Puis moi, j'ai déjà fait partie, là, 10-15 ans à peu près, il y avait la LHQ, la Ligue d'improvisation hip-hop du Québec. Puis dans la fondation de la LHQ, c'est là que je commençais à être un peu up-and-coming, à mettre des chansons sur Internet. Puis j'ai participé à certaines des répètes. Puis j'étais quand même pas pire, sauf que j'étais pas assez motivé pour continuer. Puis c'est vraiment difficile. Puis il y avait des bons freestylers. Il y a des excellents freestylers au Québec, notamment Détrac, si vous connaissez. C'est un gars de Gatineau. Il habite à Montréal maintenant, mais... Détrac, c'est un très bon freestyler. Puis il a fait ça récemment. J'ai vu une vidéo de lui à CISM où il se fait sortir des mots. Puis là, il freestyle à partir des mots. Puis il est super bon. Il atterrit tout le temps. Puis... Mais c'est parce que il y a une aisance qui vient avec la répétition. Il y a comme quelque chose qui se déclenche où tu es en mode freestyle. Puis moi, je l'ai pas assez pratiqué pour l'avoir. Je pense que je serais assez clever pour le faire, mais il faudrait que je sois motivé à me C'est une gymnastique de cerveau incroyable. Là. C'est développer des réflexes. Puis c'est d'être quick. Là. Puis souvent, il doit avoir une coupe de go-to. Tu dois avoir des sujets où est-ce que tu vas dans ce sujet-là, puis là, tu sais que tu es confortable, tu as certaines sonorités que tu sais que tu peux aller lander, tu sais que tu peux... Puis il y a même des patois, des phrases répétées. Ouais. Comme, moi, je me souviens que je disais tout le temps « fuck that ». C'est le pire patois, là, la pire répétition. Il y a comme des trucs que tu répètes, des tics exactement. Comme, tu sais, dramatique de Mosaïen quand freestyle, il dit tout le temps, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que ça se passe. Puis quand tu l'écoutes freestyler, tu remarques qu'il revient à ça, puis là, ça te permet d'aller chercher des idées puis de avec d'autres bars après. Ouais. Fait que c'est comme des réflexes de freestyler.
Fait que c'est ça, c'est un art qui est complexe. Puis quand c'est bien fait, quand c'est pas bien fait, c'est plate en esti à écouter, par exemple. Les freestylers poches, là, c'est comme... Tu dis rien, puis tu fais des rimes faciles, tu sais. Sauf que les bons freestylers, c'est super intéressant. C'est pareil comme les improvisateurs. Tu sais, la fameuse vidéo du freestyle fail, tu as vu ça sur YouTube? Man, c'est la meilleure. Le gars, c'est une émission live, tu sais, puis là, genre, c'est un rappeur, poète, là, je sais pas trop, puis là, je vais faire un freestyle, OK, vas-y. Years ago, they tried to... Puis là, il est bloqué. OK, je recommence. Years ago, they tried to... Put me in a... Il est bloqué là. C'est comme une émission de télé communautaire. Is this live? La fille a dit, genre, l'animatrice, elle fait... Est-ce que vous voulez qu'on lise des trucs de votre livre? Puis là, il fait Yes, please. Yes, pitié. Lis ça plaît. Puis tu sais, il reste comme ça, puis il Ah, a l'air dans il est juste marde. bloqué. Ah, il est dans ma Il est coincé complètement. Ah, c'est... Years ago, they tried to put me Il y en in a... a... Ah là, je vais en faire que je recheck. C'est vraiment bon. C'est hilarant. Alright. Fait que non, je freestylerai pas aujourd'hui. Non, écoute. On voulait te demander, mais là, on le fera pas. Bon. Put you on the spot. Ah, c'est ça, exactement. Non. Cool. Puis, qu'est-ce qui s'en vient, sinon, en termes de spectacle? La Spectacle. tournée. Ouais, ben ça reste quand même assez smooth mon automne. C'est-à-dire que j'ai une couple de shows jusqu'à Noël, mettons. J'ai une dizaine de shows, mais ça va être plus printemps-été. C'est là que ça commence à se booker, tu sais. Puis, c'est ça reste mon spectacle. Ça reste c'est similaire à mon spectacle de lancement. C'est les chansons du nouvel album mergées avec quelques chansons des albums précédents. Puis, la tournée va être plus smooth parce qu'il n'y aura pas de hangover. Ça, c'est le fun. Ça va être cool, c'est ça. Un petit peu, on va se fumer un petit peu de weed, puis c'est pas mal tout. Je parle pour moi, là, mais les musiciens continuent à se torcher des fois. Mais je juge pas. Tu peux pas les obliger. Non, mais tu vois, justement, c'est arrivé à Val-d'Or. J'ai fait un Val-d'Or puis Rouyn-Noranda. Puis mes musiciens sont sortis après. Moi, je suis resté à l'hôtel Netflixé, tu sais. Puis le lendemain, tu sais, j'étais frais comme une rose au déjeuner. J'étais asti que je regrette pas, man. Tu sais, c'est comme... Quand tu vois du monde hangover... T'es content de pas l'être. Oui, clairement. Vraiment. Ça reste quelque chose qui est personnel. Je le juge pas. Les gens doivent faire ce qu'ils veulent, mais moi, je suis plus le goût de faire ça. Ça me tente plus de me torcher. Fait que c'est ça. Ça fait du bien. T'es-tu déjà en train de penser à la prochaine musique? Tantôt, tu disais que t'allais peut-être faire un 180 degrés. Ouais, ben 180 degrés parce que je pense pas que ça va être over dramatique comme mon dernier album. Je suis comme un peu tanné de faire ça. Même Love Supreme, ça l'était un peu. Je pense que t'avais pas le choix d'adresser quelque chose, puis tu l'as fait. Maintenant, tu peux passer à autre chose, peut-être? C'est vraiment une page tournée, exactement. Ouais, c'est ça. Adresser une crise de passe poche de ma vie. Ouais. Je l'ai adressé quand même de front sur mon album. Puis, là, à un moment donné, j'ai hâte qu'on passe à autre chose. Puis, je pense que de travailler sur un prochain album, ça va être ça. Ça va être de tourner la page. Puis, il y a possiblement un projet collabo avec Fouki. Cool. On commence j'en parle publiquement, mais il n'y a rien de concret. On se dit que ce serait peut-être le fun de travailler quelques chansons ensemble, de peut-être sortir un EP ou quelque chose. Parce que moi, j'ai jamais rencontré personne qui me donnait le goût de faire ça dans la vie tant que ça, de faire un projet collabo, mais ça se fait vraiment naturellement des tracks avec lui. Fait que je me suis dit peut-être que ce serait intéressant. C'est quand même vraiment différent, pareil. Ça reste qu'on est différents, mais complémentaires, tu sais. Puis tant que les chansons fonctionnent, je pense qu'on peut être différents, mais se rejoindre sur certaines affaires. T'sais. Moi, je suis complémentaire à son style, puis lui au mien, je pense. T'sais. Fait que c'est ça. Puis sans former un groupe nécessairement, juste peut-être un album collabo. Puis sinon, je continue à travailler des chansons. Ça n'arrête jamais vraiment. Je continue dans mes temps morts, dans mes temps libres. Je fais des beats, puis je fais des chansons. Puis ça reste quand même... mon travail, c'est mon hobby. Ouais, c'est une bonne nouvelle. C'est cool. Ça. Exact, c'est ça. Cool. Voilà. Yeah. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci d'avoir reçu dans cette magnifique baraque de Sainte-Foy. Dans nos studios à Québec. On disait qu'on voulait dire bienvenue dans nos studios à Québec, comme si on avait des studios. J'ai vendu la mèche. Désolé. J'ai vendu au début, c'est correct. Yes. Donc, c'est ça. On finit ça comme ça. Bye tout le monde. Les moelleux. Les moelleux. Salut. Salut.